Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire expat.com en collaboration avec Investissement Locatif. Bonjour Manuel, Bonjour Marie, ravi de vous merci de me retrouver recevoir. aujourd'hui. Très C'est heureux un aussi. plaisir de vous avoir aujourd'hui. Vous qui nous suivez, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire où vous vous trouvez dans le monde. Donc via le chat, vous avez une rubrique chat, vous pouvez nous dire ça. On est curieux de savoir où vous vous trouvez. Aujourd'hui, notre expert de l'investissement locatif en France va vous donner ses conseils pour générer des revenus supplémentaires en tant qu'expatrié et sécuriser votre avenir grâce à l'immobilier en France. Donc, pour l'occasion, je ne vous ai pas présenté Manuel, mais j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Manuel Ravier, fondateur de la société Investissement Locatif. Donc déjà, merci d'avoir accepté cette invitation, d'être présent dans le cadre de Avec ce plaisir. webinaire. Alors habituellement, je suis à Paris. Dites-nous en commentaire où vous êtes. Habituellement, je suis aussi à Paris. Là, vous voyez un cadre un peu différent. J'ai fait exprès de faire la conférence en extérieur parce que j'ai la chance de ne pas être à Paris. Alors pendant une semaine, enfin pendant 2 semaines pour être plus précis. Pourquoi je dis la chance? Parce que j'adore Paris évidemment, mais actuellement, c'est confiné. Mais je vous rassure, on a les équipes sur le terrain. Et en fait, je télétravaille de Porto Rico. Donc, je ne sais pas si dans l'Assemblée, certains connaissent Porto Rico ou certains y sont allés, mais je suis ici parce que ma belle famille, ma compagne et toute ma belle famille est portoricaine. Donc, voilà pour l'anecdote et pourquoi il y a des palmiers derrière, parce que ça fait pas très parisien, effectivement. C'est sympa de changer de cadre. Donc Alors aujourd'hui, bonjour. ouais. Je vais juste Alors, dire bonjour aux quelques personnes qui ont répondu. Donc bonjour Clément qui nous suit depuis Zurich. Bonjour Louis qui est à Porto. Et bonjour Rachel dans le 92. On reste en France. Marie-Laurence en Isère. Et puis bonjour Julien à l'île Maurice. Voilà, on a un peu partout aussi des gens qui nous suivent de Barcelone, comme Magali, ou Sarah qui est au Canada. ce sont de belles destinations. Bravo à Et tous. Rachel aux Antilles. Voilà, on fait un petit tour du monde. Donc, je vais rappeler, vous pouvez aussi poser toutes vos questions donc, via le chat tout au long du webinaire. Après la première partie, plus présentation, Manuel prendra le temps de répondre à vos questions. Avec Manuel, je plaisir. vais peut-être vous laisser vous présenter et nous parler du thème du jour, ce que vous allez aborder, et puis Bien voilà, sûr. Alors, débuter. le thème du jour, j'ai voulu faire une présentation un petit peu différente. Ceux qui peut-être nous suivent là me connaissent peut-être par le biais de la chaîne YouTube où on a fait beaucoup de vidéos et on continue à en faire d'ailleurs puisqu'on a à peu près 50 000 abonnés sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, un peu plus de 80 000 personnes sur Instagram. On est suivi un peu partout parce qu'on aime partager notre passion. Et notre passion, c'est quoi? Eh bien, c'est l'investissement immobilier. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais pas l'investissement immobilier pour dire d'investir ou pour simplement avoir de l'immobilier. Je commencerai par cette phrase. Je vais faire de l'anti-vente, entre guillemets. À l'époque, j'étais avec un client qui est dans le marketing. Et ce client, je lui dis, bah voilà, il me dit, mais quelle est ta promesse, Manuel? Qu'est-ce que tu proposes à tes clients? Je dis, bah moi, ce que je veux, c'est aider les gens à se construire un empire immobilier. Et il m'a répondu, c'était il y a 6 ans, il m'a répondu cette phrase qui m'avait marqué. Il m'a dit, mais pourquoi tu veux un empire immobilier? Un empire immobilier, c'est un empire de problèmes dans la tête des gens. C'est un empire de fuite d'eau, c'est un empire de problèmes avec des locataires, dans la tête des gens en tout cas. Alors qu'en fait, ce que veulent les gens, c'est pas ça, c'est de la sécurité. Et je dis, mais évidemment, mais c'est la sécurité l'immobilier. Il m'a dit, oui, mais exprime-le comme ça. Et donc, dans cette présentation, c'est vraiment ça que je veux mettre en avant avec l'immobilier, puisque c'est ce qui m'a motivé dès le début à me lancer et à accompagner des gens. C'est pas simplement à leur dire je vais vous développer un parc immobilier, même si moi j'adore les vieilles pierres, j'adore l'architecture évidemment, mais c'est les aider en fait à se sécuriser et à sécuriser leur famille. Et c'est ce que je veux vous apporter. Et ne le prenez pas mal, mais je vais vous tutoyer ce sera plus simple parce qu'en plus je m'adresse à Marie. C'est ce que je veux t'apporter, Marie, et à tous les gens qui nous regardent à travers cette présentation-là. Voilà. Si j'arrive à faire défiler mes slides, voilà. Très brièvement, qui je suis. Donc, je m'appelle Manuel Ravier, je suis entrepreneur, je suis aussi papa de 2 jeunes enfants. Je suis diplômé, moi, en droit de l'immobilier, en droit des affaires de la Sorbonne. Je suis investisseur immobilier à titre personnel, ce qui permet de bien comprendre les problématiques qu'ont les investisseurs, parce que j'investis, et j'investis toujours d'ailleurs à titre perso, avec environ 70 lots que je détiens avec mon associé,
Quand je dis lot, ça peut être dans un immeuble, un appartement, une unité, quoi, si vous voulez. On a des bureaux, des immeubles, des appartements, voilà, pour une valeur estimée à environ 15 millions d'euros. Bien sûr, c'est pas 15 millions d'euros payés. J'ai de la dette en face. On va parler de crédit immobilier aussi aujourd'hui parce que j'ai eu des questions là-dessus. Est-ce qu'on peut emprunter quand on est non résident, qu'on soit en France ou à l'étranger? D'ailleurs, il y a des sujets sur le crédit immobilier, donc on en parlera après. On en parlera notamment dans les questions-réponses. Et je suis également conférencier puisque j'interviens régulièrement. Alors, quand les événements existent, en ce moment c'est un peu plus compliqué, c'est beaucoup en ligne, mais quand les événements sont possibles, j'interviens régulièrement dans des conférences sur le sujet de l'investissement immobilier et je suis cofondateur de la société Investissement Locatif dont je vous parlais juste après. Ceux qui veulent me suivre sur les réseaux parce qu'ils s'intéressent à l'immobilier ou au sujet du jour, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. J'ai un peu plus de 10 000 abonnés sur LinkedIn, sur la chaîne YouTube. Surtout qu'on vient de lancer hier soir un nouveau format en mode émission de télé sur la chaîne YouTube, ça s'appelle Investissement Locatif TV. Et dedans, on reçoit des experts qui vont analyser le secteur et on fera beaucoup de choses pour les non-résidents aussi. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube et sur Instagram où vous pourrez voir un peu plus, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, me suivre. Je parle d'immobilier et puis un peu de perso aussi. Alors, la société que j'ai cofondée avec mon associé Michael en 2012, aujourd'hui, elle comporte un peu plus de 120 collaborateurs répartis dans une vingtaine de régions de France. Quand je dis région, c'est que par exemple, quand on parle de Bordeaux, on a des bureaux à Bordeaux et on va travailler toute la région. C'est-à-dire qu'on a des clients qui vont nous dire je veux du Bordeaux dans la ville en mode patrimonial et on a des clients qui vont dire je veux la région bordelaise et je veux m'éloigner un petit peu de Bordeaux pour avoir plus de rendement. On va y revenir juste après. Notre équipe a fait investir, je pense que le chiffre c'est plutôt au-delà de 200 millions d'euros dans l'immobilier locatif depuis qu'on est créé et c'est à peu près 500 opérations l'an dernier. Quand je dis opération, ça va d'un studio jusqu'à un immeuble entier. Pour info, le plus gros immeuble qu'on a fait un peu plus de 25 logements, donc c'est énorme. Donc voilà, on va en fait du studio avec un ticket d'entrée environ 100 000 euros tout inclus jusqu'à plusieurs millions d'euros sur des immeubles. Alors, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Si vous êtes là aujourd'hui, a priori, c'est que vous avez potentiellement la volonté de vous préparer à un futur qui peut être incertain. Incertain, pourquoi? Parce que quand on est non-résident en particulier, mais c'est aussi le cas pour les résidents fiscaux français, eh bien, on ne sait pas trop de quoi va être fait l'avenir. On va en reparler après sur la partie retraite. Et donc, le vrai sujet, c'est de se dire, bah, aujourd'hui, j'ai un travail que j'aime bien, enfin, je vous le souhaite. Je gagne potentiellement bien ma vie et on le sait, les non-résidents gagnent en général mieux leur vie que les résidents fiscaux français. Mais quid de demain? Qu'est-ce qui va se passer demain en termes d'évolution bah, des modes de travail, en termes géographiques? Est-ce que je vais revenir en France en tant que non-résident? Est-ce que je vais rester dans mon pays d'expatriation? Ou comme on le voit souvent avec nos clients, parce qu'on a des clients qu'on a accompagnés qui étaient expats au Maroc, qui ensuite ont été expats à Maurice, qui ont ensuite été expats dans d'autres pays. On le sait, les non-résidents, et c'est une vraie richesse que vous avez aussi, eh bien, sont très mobiles et aiment bien, en général, se déplacer d'un pays à l'autre au bout de quelques années parce que bah, ils ont des opportunités aussi d'emploi et qu'ils aiment aussi découvrir de nouvelles choses. Donc voilà. Donc nous, on veut vous aider à vous préparer sur la partie financière. Si vous avez envie de transformer une partie de votre épargne, notamment en période de crise, on le sait, les Français, mais c'est valable partout dans le monde, ont massivement épargné. Pourquoi est-ce qu'on épargne aujourd'hui? On épargne tout simplement parce que on ne peut pas dépenser autant parce que bah, on est dans certains pays, on est confiné. Donc beaucoup de choses sont fermées. On a un mode de vie qui a un petit peu changé pendant la crise et donc on consomme moins, on dépense moins, ce qui fait que le taux d'épargne sur le compte augmente. Bah, dans un sens, c'est positif si vous souhaitez utiliser cette épargne pour vos projets d'investissement. En tout cas, il faut voir le côté positif. Mais voilà, on va le voir. Ça peut aussi présenter un risque de laisser son épargne sur un compte. Si vous souhaitez vous enrichir sans alourdir vos impôts, et ça, on va en parler après parce que j'ai eu des questions. Manuel, est-ce que je vais être fiscalisé, très fiscalisé, si je suis non résident, si j'investis dans l'immobilier? Donc, on va voir, nous, bah, quelles sont les méthodes pour ne pas être trop fiscalisé, voire pas du tout. On va voir comment. Et enfin, parce que certains d'entre vous souhaitent préparer un retour en France, donc de l'immobilier peut être intéressant, non seulement pour un éventuel retour en France, pour potentiellement aussi plus tard avoir un pied-à-terre, ou même pour héberger dans des grandes villes françaises des enfants qui vont plus tard faire des études supérieures. Nous, on le voit beaucoup, on a des clients qui disent bah, j'achète, je mets en location, et plus tard, quand mon enfant peut-être fera des études en France, parce qu'on a quand même on a la chance en France d'avoir un très bon système pour les études supérieures et pas trop cher, voire quasiment gratuit sur les facs. Donc ça peut être intéressant aussi pour certains non-résidents. Et à ce moment-là, eh bien, le logement qui a été un investissement pendant plusieurs années peut être en plus utilisé par l'enfant étudiant.
Alors, moi, ce que j'essaie de faire, en fait, c'est aussi d'alerter au sujet d'une impréparation. On le voit, et je vais vous prendre des anecdotes concrètes juste après, mais on le voit, on a des clients qui viennent nous voir et qui disent, bah, pendant toutes ces années-là, je pouvais le faire, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peut-être pas la bonne info, ça me semblait compliqué, je n'étais pas forcément préparé. Et donc, on voit des gens qui vivent uniquement des fruits de leur travail, c'est-à-dire bah, de leur travail salarié, de leur salaire ou de leurs revenus, qu'ils soient salariés ou pas, et qui malheureusement n'investissent pas, n'utilisent pas cet effet de levier que vous allez pouvoir utiliser, on l'a vu, pour investir dans l'immobilier et pour demain avoir justement des revenus qui ne sont pas tirés directement du travail, ce qu'on appelle des revenus passifs. C'est-à-dire que quand vous possédez un bien immobilier qui est loué, concrètement, chaque mois, ce bien immobilier va travailler pour vous. C'est vraiment ce système que nous, on promeut au maximum chez Investissement Locatif. C'est ce que j'ai mis en place, c'est ce que nos centaines, voire nos milliers de clients ont mis en place. Et c'est vraiment vers là que vous devez aller. Le compte courant, on l'a dit tout à l'heure, attention danger, parce que beaucoup, en fait, par manque de temps, parce qu'ils ne prennent pas le temps, parce qu'on est tous pris par notre vie perso, on a potentiellement des sorties avec des amis, on a un travail qui est prenant, on a des passions, on a des enfants. Et en fait, chaque soir, on rentre chez soi, et je me le dis aussi à moi-même, hein, et quand on rentre d'une longue journée, est-ce qu'on a envie de se dire, bah, je vais lancer des investissements? Bah, malheureusement, on a plutôt tendance à se dire, je vais un peu me vider la tête, donc j'attrape un livre, je vais lire un livre et c'est très bien. Je vais regarder Netflix, je vais me détendre en tout cas. Il n'y en a pas forcément de temps mental qui est disponible pour lancer un projet, qui soit dans l'immobilier d'ailleurs, ou pour se former, pour investir en bourse ou autre. Voilà. Et donc, on laisse son argent sur le compte courant en se disant qu'on utilisera ça plus tard pour investir. Et malheureusement, souvent, on ne le fait pas. Et donc, en fait, on rate une opportunité d'enrichissement, puisque vous allez le voir avec l'immobilier, c'est vraiment comme ça que je vais vous interpeller aujourd'hui. Il y a des opportunités énormes d'utiliser cet effet de levier bancaire, y compris quand on est non-résident, et d'accélérer le développement de son patrimoine sans effort. Et c'est vraiment ça que je veux voir avec vous. Quels sont les risques? Bah, les risques aujourd'hui que je vois, et pourquoi moi je vais encourager au maximum les gens à investir dans l'immobilier, et y compris mes proches. Je vous parlerai un peu à titre perso de comment j'ai fait investir ma grande sœur récemment sur un petit immeuble de rapport, alors qu'elle est professeure des écoles. Par définition, elle est loin d'être riche, dans une petite ville de France, avec 3 enfants en plus à charge. Et elle a pu acheter un petit immeuble de rapport en utilisant le levier de la dette pour préparer justement, elle, son objectif, c'est de se dire, bah, j'ai des enfants en bas âge, quand ils seront en études supérieures, je veux être en mesure de leur offrir, s'ils le souhaitent, des études bah, qu'ils auront choisies. Donc on voit qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un pays très social. Alors je dis chance, il y en a qui vont me dire, Manuel, c'est pas une chance, c'est trop social, on paye trop d'impôts pour ça, etc. etc. Je lance pas de débat. Moi, je suis un pur produit. Je suis un pur produit de ce système public, puisque j'ai étudié à l'université, donc dans la fac de droit. J'ai bénéficié finalement de cette éducation gratuite. Donc elle n'est pas gratuite, elle est payée en fait par nos impôts. J'ai une mère qui est assistante sociale. Voilà, donc j'ai baigné en fait dans ce système social que je trouve génial, parce que ça donne une chance au maximum de gens, même s'il n'est pas parfait, et que j'encourage au maximum. Néanmoins, je sais aussi voir qu'aujourd'hui, bah, le système arrive un peu en bout de course, et notamment bah, avec cette crise, puisqu'on voit que le niveau de dette augmente énormément. Et qui dit niveau de dette qui augmente énormément, dit que demain, il y aura moins d'argent pour investir justement pour tous ces services publics. Donc petit à petit, l'État va se désengager. En tout cas, malheureusement, c'est ce que je pense. Et on risque d'avoir en plus un système d'inflation. Pourquoi? Parce que, bah, on le voit juste en dessous, les banques centrales, donc ça peut être la Fed aux États-Unis, mais c'est comme ça dans tous les pays du monde, euh, impriment massivement de la monnaie. C'est-à-dire que juste en 2020, l'augmentation du volume de dollars en circulation a été de plus 30%. Donc sur un an, la masse monétaire en dollars a augmenté de 30%. Ça, c'est un exemple sur le dollar. On n'est pas beaucoup mieux sur l'euro. Alors, vous le savez peut-être si vous êtes une US personne, si vous êtes américain, et encore plus pour les résidents, l'État américain a envoyé des chèques. Je le sais parce que ma compagne est de nationalité américaine, elle a reçu des chèques alors qu'il n'en avait pas besoin. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie, et c'était frappant, quoi. À 3 reprises dans la boîte aux lettres à Paris, on a reçu des chèques avec écrit dedans US Trésor, voilà un chèque donné parce qu'on essaie de relancer justement la machine de la consommation du côté américain en donnant de l'argent de manière cash, c'est-à-dire on fait un chèque directement, on dit allez-y les gars, et maintenant il faut consommer pour relancer la machine et relancer également l'inflation.
La crise sanitaire rend l'avenir économique flou, donc c'est une crise qui a impacté de manière sanitaire. Je ne vais pas tout vous refaire, hein. J'ai écrit beaucoup de choses là-dessus, des articles, des vidéos sur YouTube où on rentre plus dans le détail de l'impact que ça a sur le marché immobilier. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller voir sur la chaîne YouTube. Et aussi, le salariat vit une mutation historique, c'est-à-dire qu'on le voit aujourd'hui, et là c'est le chef d'entreprise qui parle, donc il y a probablement des chefs d'entreprise qui nous regardent, que vous soyez en France ou ailleurs, mais on va malheureusement vers une ubérisation de l'économie, c'est-à-dire que on le voit de plus en plus avec le télétravail. Bah, aujourd'hui, on était sur un système qui était très protecteur pour les salariés. De plus en plus, on voit que des entreprises se mettent à faire appel à des indépendants, à des freelances. Pourquoi? Parce que c'est un peu le lien avec ce qu'on voit plus haut. Comme les amortisseurs sociaux agonisent, eh bien l'État est tenté, en tout cas en France, d'augmenter les impôts sur le travail. Et donc, on a une pression fiscale sur le coût du travail qui est juste phénoménale. Donc là, je pense que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise comprendront très bien ça. Et donc, l'État, finalement, indirectement, nous pousse vers un système que personnellement je n'aime pas, mais qui est un système aujourd'hui qui se développe, on le voit dans plein de domaines, qui est l'ubérisation, avec moins de sécurité pour justement ces salariés et moins de enfin ces travailleurs pardon, justement ne sont pas salariés et moins de cotisations pour leur retraite, etc. Donc voilà, donc désolé pour ce tableau un petit peu noir, mais malheureusement c'est la réalité actuelle. Tout n'est pas non plus en train de s'effondrer, hein. Je pense que le système a quand même une résilience, mais néanmoins ça change. Les choses changent pas dans le bon sens pour la protection de vos droits. Et donc, on a d'autant plus une responsabilité pour soi-même et pour sa famille, à mon sens, que de se sécuriser et que d'investir. Alors, pas forcément que dans l'immobilier, moi, c'est ma partie, donc je vous en parle. Mais il y a plein d'autres façons d'investir. La bourse, investir dans les métaux, enfin voilà, ça c'est à vous de voir, investir dans des entreprises. Mais moi, mon truc, c'est l'immobilier, donc c'est de ça que je vais vous parler. C'est cette solution-là que je vais mettre en avant justement aujourd'hui. Alors Marie, est-ce que déjà tout est clair? Est-ce que tu as des retours sur le chat, des premières questions? Ou est-ce que tout est clair de ton côté? Oui, tout est clair pour la néophyte que je suis. Et oui, on a des premières questions. Alors, je ne sais pas comment tu veux procéder. Est-ce que tu préfères que je les garde pour la fin ou parce qu'elles sont d'ordre plus général, mais pas forcément Ok. sur ce dont tu viens de parler à l'instant, mais on peut. Bah, je préfère peut-être les garder pour la fin parce que il est possible que j'y réponde déjà en fait dans la présentation. Donc comme ça, on est sûr de ne pas traiter deux fois les sujets, si ça te En tout convient. cas, ne vous inquiétez pas, on va répondre à vos questions. Un peu de patience. Restez avec nous. Merci à tous. Alors, bon voilà, la retraite est sérieusement menacée. On va voir juste après que c'est déjà pas glorieux aujourd'hui. Donc la retraite, c'est un sujet moi qui me tient à cœur. Pourtant, j'ai la trentaine, j'ai 34 ans, mais ça me tient à cœur. Pourquoi? Parce que déjà j'ai des parents qui viennent de partir à la retraite, donc je vois un peu de quoi il s'agit, les doutes, les inquiétudes qu'ils peuvent avoir, et aussi parce que malheureusement, souvent, ce qu'on voit, c'est que la retraite, on s'en préoccupe pas jusqu'à ce qu'on y arrive. Et au moment où on y arrive, c'est trop tard pour s'en préoccuper. C'est un peu le paradoxe. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment vous interpeller et que vous ne puissiez plus dire si j'avais su. Je suis vraiment là-dedans, d'interpeller au maximum, que vous passiez. Je suis là aussi pour présenter bien sûr après notre service, mais honnêtement, c'est pas le seul sujet qui m'intéresse. Sur la chaîne YouTube, par exemple, on évangélise énormément le sujet, on fait beaucoup de vidéos gratuites, on donne des conseils pour que les gens puissent faire les démarches tout seuls également. Et plein de fois, j'ai des gens qui viennent sur les réseaux me dire Manuel, grand merci, c'est grâce à toi que je me suis lancé. Il s'est même pas lancé avec nous. Et pourtant, j'en tire une satisfaction immense de me dire si des gens ont pu se sécuriser leur famille, leur avenir financier grâce à mes conseils, même si ça me rapporte rien en matière d'argent, ça me rapporte énormément en termes de satisfaction personnelle et c'est ça le plus important pour moi. Donc voilà, donc la retraite, ne faites pas partie de ceux qui arrivent à la retraite et qui se disent ah, si j'avais su avant. Si j'avais su avant, eh bien, peut-être que j'aurais pris un peu de temps le soir pour consacrer du temps mental pour me lancer. Peut-être que j'aurais interrompu ma routine quotidienne entre le travail, les enfants, etc. J'aurais pris du temps pour justement mettre en place ce système qu'on va voir juste après, qui m'aurait enrichi pendant toutes ces années, qui m'aurait sécurisé au moment de la retraite et même avant d'ailleurs. Donc voilà, les banques centrales, voilà, donc on va avoir une inflation qui est une éventualité probable pour plein de raisons, on va en reparler après. Et donc la question, c'est quels sont les investissements qui vont s'inscrire dans la durée et résister sur le long terme et quel est l'avenir pour nos enfants. Et moi, j'ai deux enfants en bas âge, je l'ai dit au tout début. Aujourd'hui, ils sont tout petits, hein, ils ont 3 ans et demi, 1 an et demi. Mais c'est une question que je me pose. J'ai aussi une inquiétude entre guillemets quand je vois plein de choses qui évoluent, pas forcément dans le bon sens. Je me dis, mais est-ce que j'aurai la capacité à prendre soin d'eux s'ils veulent faire des études supérieures dans des écoles privées qui coûtent très cher? Est-ce que je pourrais leur offrir ça, même si c'est pas la seule voie? Voilà, donc c'est des sujets et on va y répondre maintenant.
je vous ai pris un petit exemple sur la retraite. Ça, c'est le système actuel. Donc, c'est avant cette crise qui, on le voit, hein, a déjà un impact, puisque déjà aujourd'hui, on commence à nous dire, avec la crise, il va falloir réformer encore plus ce système des retraites. Aujourd'hui, j'ai pris l'exemple d'un salarié qui gagne beaucoup d'argent. Je sais, là, c'est des gens en France, 10 000 euros par mois, c'est énorme. C'est très riche, c'est les, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est même pas les 1%, quoi. C'est entre le 1% et le 0,1% de la population. Mais j'ai fait exprès. Donc, quelqu'un qui gagne 10 000 euros net mensuels et qui voudrait partir à la retraite va devoir le faire avec 172 trimestres de cotisation pour partir à taux plein. C'est-à-dire que ça fait un départ à 68 ans avec un droit à la retraite qui est environ divisé par 2 avec 5 550 euros. Donc, on le voit. Vous allez me dire, il vit quand même très bien. Je vous l'accorde. Avec 5 000 euros en France, on vit très, très bien. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que on a à peu près, quand on part à la retraite, la moitié de ce qu'on avait avant. Ce qui fait un gap et ce qui fait une cassure. Moi, mon papa était ingénieur chez EDF. Je peux vous dire que là, quand il est parti à la retraite, il a eu la chance déjà de partir tôt parce que chez EDF, ils avaient des accords spécifiques. Je ne lance pas de débat là-dessus, mais ils ont beaucoup de chance, on va dire les choses comme ça. Donc, il est parti à 62 ans et non pas à 68. Quand il est parti à la retraite, eh bien, il a eu une inquiétude. Il m'a dit, Manuel, je lui ai dit, papa, mais tu as une très bonne retraite, tu as la chance en plus d'être chez EDF, qui est une boîte où les retraites sont particulièrement bonnes, je ne sais pas quels sont les accords, etc. Tout va bien, tu as une maison payée, tu as une retraite. Et il m'a dit, ouais, mais j'ai moins d'argent, comment je vais faire pour boucler les fins de mois? Parce que j'ai une cassure dans mes revenus. Tu te rends compte, moi qui voulais faire plaisir à mes petits-enfants, qui voulais partir régulièrement voir mes 3 enfants avec les enfants, les petits-enfants derrière, eh bien, c'est compliqué. Donc voilà, donc c'est une réalité. Il peut y avoir une inquiétude, et même si je ne vous dis pas que vous allez être dans la pauvreté, je ne vous le souhaite absolument pas, eh bien, je pense que c'est stratégique de se dire combien il va me manquer à la retraite et combien je voudrais de compléments, que ce soit avec l'immobilier, la bourse ou autre, combien je voudrais de compléments pour justement ne pas avoir de baisse de revenus, puisque voilà, on est enfin arrivé à un âge où on peut peut-être profiter un peu plus et avoir du temps pour ses passions, sa famille, etc. Et à ce moment-là, on se prend un coup de bambou, excusez-moi du terme, mais c'est ça, financier. Donc ça fait plaisir à personne, je vous l'assure. On voit aussi que sur les trimestres, on vous encourage à partir le plus tard possible. Donc c'est pas forcément un problème quand on aime son travail, mais 67, 68 ans, je sais pas vous, mais moi ça me paraît le bout du monde. J'ai pas spécialement envie de me dire que je suis obligé de bosser jusqu'à 68 ans pour avoir une retraite à taux plein. Et surtout que ça, c'est en 2021, c'est aujourd'hui. Avec ce qui se passe avec la crise, on l'a vu, hein, ça s'est décalé, décalé, décalé. On va nous dire que forcément l'espérance de vie augmente et donc il va falloir bosser plus tard et ça va finir à 70, 72, j'en sais rien, je sais pas combien. Le but, à mon sens, c'est déjà, il n'y a pas que la retraite, hein, c'est de pouvoir profiter de la vie bien avant, mais c'est aussi de se dire qu'on va être sécurisé et pouvoir transmettre à sa famille, c'est vraiment l'enjeu. Alors aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui pour agir et qu'est-ce qui fait que peut-être vous n'avez pas encore investi dans l'immobilier. C'est penser, ce que je disais au début, que la situation actuelle est éternelle, donc que vos revenus actuels, bon ça on l'a bien compris, bon ça s'inscrit dans la durée, je vous le souhaite, mais il y a un moment forcément où vous allez vouloir lever le pied, ou parfois il y a aussi des aléas dans la vie. Le but c'est que vous soyez garanti, couvert contre ces aléas. Et là je fais une petite aparté parce que je risque d'oublier ce point hyper important après. Quand vous souscrivez des crédits immobiliers, donc là c'est un peu plus technique, quand vous faites un crédit pour investir en France, vous allez avoir une assurance sur le crédit. Cette assurance, en fait, si vous arrive quelque chose, une incapacité de travail, donc si vous avez un accident, vous êtes handicapé, hein, je parle de choses pas très drôles, hein, mais si vous décédez malheureusement, eh bien sachez que cette assurance va rembourser le crédit, ce qui fait que vos héritiers, votre conjoint, vos enfants, en fait, sont sécurisés. C'est un peu comme avoir une assurance vie. Donc moi, je trouve que c'est génial parce que quelque part, vous investissez dans l'immobilier, vous remboursez votre capital, etc. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous avez cette assurance euh, de prêt qui va venir vous garantir et faire en sorte que si vous avez malheureusement un aléa qui n'est pas forcément le décès, hein, mais qui peut être une incapacité, etc. Donc, il faut bien regarder les clauses et voir ce que vous souscrivez lors du crédit avec l'assurance. Eh bien, vos ayants droit vont être garantis, vous allez être garantis. Et ça, en tout cas, c'est un super. C'est une liberté d'esprit, c'est une sérénité. Moi, je me dis que s'il m'arrive quelque chose, ce que je touche du bois, j'espère comme tout le monde que je vivrai jusqu'à 200 ans et que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais s'il m'arrive quelque chose, je sais que j'ai au moins la satisfaction de me dire mes 2 enfants, c'est bon,
tout est payé. Mon immobilier est payé par l'assurance parce que j'ai un problème. Ma conjointe n'est pas en risque. Elle n'est pas en train de se dire, mais comment je vais faire pour rembourser ses crédits? Elle n'est pas en train de se dire, mais comment je vais faire pour boucler les fins de mois? Elle va avoir un patrimoine. Et cette assurance-là, bah, pour moi, c'est une tranquillité d'esprit. Et c'est pas que moi, hein, c'est pas un truc, on n'en parle jamais en fait. C'est pas un truc incroyable, c'est toutes les assurances de prêt. Donc c'est un deuxième avantage de l'immobilier. Se dire qu'on a le temps d'y penser un jour, ça c'est l'erreur que je vois souvent. C'est souvent des clients même qui me disent, Manuel, ça faisait 3 ans, 4 ans, 5 ans que je voulais me lancer, je le faisais pas, je leur dis, mais pourquoi? Parce que je prenais pas le temps de le faire. Et en réalité, bah, dès qu'on le fait, on commence à capitaliser. On dit souvent en immobilier, n'attendez pas pour investir, investissez, puis attendez. Pourquoi? Parce qu'une fois que votre système immobilier est mis en place, vous pouvez attendre, le bien est loué, ça tourne. Et en fait, tous les mois, pardon, je disais tous les jours, mais tous les mois, vous remboursez du capital à la banque, vous encaissez des loyers, votre patrimoine augmente, vous vous enrichissez sans même parler de la plus-value, puisque on le voit, l'immobilier a tendance à augmenter de manière constante. Donc voilà, donc en plus, vous avez de la plus-value, mais chaque mois, vous remboursez votre crédit aussi à la banque, et donc votre patrimoine augmente en parallèle. Alors, croire qu'on n'est pas finançable ou que c'est risqué. Souvent, moi, j'ai ça, hein, j'ai cette objection-là, Manuel, mais moi, je suis à l'étranger, est-ce que je suis finançable? Oui, les banques françaises financent des non-résidents. Oui, elles financent des non-résidents. Est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Il faut avoir, comme partout, les bons contacts. Il va falloir mettre de l'apport. Sans apport, je ne vous vendrai pas de rêve. Ça ne fonctionnera pas. Les banques vont vous demander de l'apport. Elles vont vous demander minimum 30% d'apport du projet global. Je sais, c'est beaucoup d'argent. Donc, il faut que vous calculiez. Hein, mais sur 100 000 euros investis, elles vont accepter, par exemple, de vous prêter 70 000 et qu'en face, vous puissiez mobiliser 30 000 euros. En sachant qu'il peut y avoir des montages où cet argent n'est pas bloqué, mais il peut être parfois investi, par exemple en bourse. La banque va nantir le compte et les titres, ce qui fait que vous encaissez en fait vos dividendes, vos plus-values sur vos titres financiers. La banque va nantir ce compte et en parallèle, vous prêtez l'argent. Donc, ce n'est pas forcément de l'apport. Il y a différents montages, mais oui, c'est possible. Autre chose qui peut vous bloquer, c'est de prioriser sa résidence principale. Souvent, les gens me disent, Manuel, moi, ce que je veux, c'est déjà acheter ma résidence principale et avoir mon toit au-dessus de la tête. Pourquoi est-ce que ce n'est pas forcément stratégique? Eh bien, parce que si vous investissez dans votre résidence principale, en premier, souvent, on va utiliser toute notre capacité d'endettement. Donc, ce qui veut dire que la banque, vous allez aller voir le banquier, vous allez dire, je voudrais acheter ma résidence principale, ma RP. Le banquier va vous dire, OK, Manuel, bah, je te prête 200 000 euros pour ta RP. C'est ton maximum que tu peux t'endetter. Donc là, l'esprit humain fait que je ne vais pas regarder des résidences principales à 100 000. Pourquoi? Parce que je suis comme tout le monde. Et tout le monde se dit, bah, si la banque me prête 200, je vais aller prendre ces 200 parce que je veux le mieux possible au-dessus de ma tête, comme toi au-dessus de ma tête. Et donc, la logique, c'est que je vais m'endetter à fond et derrière, je vais être bloqué, je ne pourrai plus faire de locatif. C'est pour ça qu'on dit en général, commencez toujours par des investissements immobiliers parce que vous allez avoir des crédits, mais en face, vous allez aussi avoir des loyers qui vont augmenter vos revenus mécaniquement. Vous investissez dans un bien, vous allez percevoir par exemple chaque mois 500 euros, 700 euros, 1000 euros de loyer ou plus. Et ce loyer va rentrer dans le calcul de l'endettement pour vos crédits futurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la banque sera toujours plus encline à vous prêter demain, c'est-à-dire après votre locatif. Pourquoi? Parce qu'elle adore financer les résidences principales. Concrètement, c'est beaucoup plus facile pour une banque aujourd'hui, en 2021, de vous prêter pour une résidence principale, donc mieux vaut le faire en dernier, que de vous prêter pour un investissement locatif. On va voir maintenant quelles sont les erreurs communes que moi je vois avec des investisseurs, des clients qui font des erreurs qui peuvent les bloquer ou qui peuvent les mettre sur la mauvaise voie, qui est finalement la voie d'investissement qui ne sont pas rentables. Alors la première erreur, c'est de vouloir tout faire tout seul. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas prendre conseil. Je ne dis pas qu'il faut absolument passer par notre société. Vous pouvez aussi investir par vous-même. Mais parfois, certains clients moi, que je vois, notamment, là je m'adresse aux non-résidents, j'ai vu qu'il y avait des gens aussi qui étaient en France. Quand vous êtes non-résident ou même si vous êtes en France, que vous n'êtes pas sur place, c'est-à-dire que vous êtes à Grenoble, vous voulez investir à Paris ou à Lille, c'est un exemple que j'ai vu tout à l'heure, eh bien, la difficulté, c'est que vous ne maîtrisez pas le marché local. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sur le terrain. L'immobilier, moi je le dis toujours, c'est une affaire de terrain local. Dans notre équipe, à Marseille, les gens ont l'accent marseillais, l'accent du sud. À Lille, ils ont l'accent du nord. C'est une réalité. Et c'est hyper important. Je ne peux pas me dire, Manuel, vos équipes sont à Paris et depuis Paris, on va faire investir les gens partout en France. Non, parce qu'à Lille, d'une rue à l'autre, tout change. On a une rue qui est bien, la rue d'à côté est mauvaise. C'est comme ça aussi à Marseille, c'est comme ça dans toutes les villes. Et donc, il faut maîtriser le marché local, connaître sur le bout des doigts la demande locative selon les quartiers, selon les rues,
la prise de valeur selon les quartiers, selon les rues, etc., etc. C'est quelque chose qui ne s'improvise pas et il faut suivre le marché qui évolue en permanence pour ne pas faire d'erreur. La seconde chose, c'est la méthode que je vais vous proposer juste après. C'est une méthode où on fait des travaux. On investit dans l'ancien et on va investir dans des travaux de rénovation pour créer de la valeur et pour créer de la charge intelligente. Ce que j'appelle de la charge intelligente, c'est de la charge fiscale. Globalement, on va gommer l'impôt. On va y revenir. Si c'est un peu compliqué, dites-le dans le chat et Marie me le remontera, parce que moi, je ne vois pas les questions du chat. On va donc investir dans un bien ancien, le moins cher possible des côtés. On va réaliser des travaux pour le mettre en valeur, dégager et réaliser son potentiel. Et on va éventuellement le meubler pour le mettre en location ensuite et mettre en location un bien rénové, un bien coup de cœur. Faire tout ça tout seul, c'est hyper compliqué parce qu'il faut être sur place pour suivre des travaux. Il faut avoir une connaissance métier. Il faut avoir des connaissances en architecture d'intérieur, en travaux. Il faut avoir des connaissances du marché immobilier. Voilà, donc on peut tout faire. Mais si vous décidez de le faire tout seul, je vous conseille, et c'est ce qu'on propose aussi sur la chaîne YouTube, que vous souhaitiez d'ailleurs le faire tout seul ou pas, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous informer au maximum parce que c'est beaucoup d'argent investi. Donc, que vous le fassiez tout seul ou en nous déléguant, par exemple, le process, formez-vous au maximum. Essayez de bien tout comprendre pour ne pas faire d'erreur et pour être mieux conseillé possible. Se ruer sur le Pinel. Alors, l'investissement en Pinel, c'est quoi? Je ne vais pas faire toute une présentation là-dessus, mais c'est un investissement dans le neuf avec un process de défiscalisation. Pourquoi le Pinel n'est pas forcément très intéressant, selon moi? Ça va dépendre des programmes Pinel. Il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Mais le problème, en fait, en réalité, c'est que le Pinel, on vous vend une carotte fiscale. On vous dit, donc là, ça ne marchera pas pour les non-résidents. Ça, c'est que pour les résidents fiscaux français. Les non-résidents, déjà, le Pinel, ça ne vous concerne même pas parce que vous n'aurez pas d'avantages fiscaux. Mais pour les résidents français qui sont dans le 92, qui sont en Isère, là, qui nous regardent, eh bien, on vous vend une carotte fiscale. On vous dit, d'ailleurs, si vous avez fait des rendez-vous avec des vendeurs de Pinel, vous l'avez probablement vu. Premier rendez-vous, on vous dit, je vais vous expliquer le mécanisme. Magnifique. Vous allez économiser de l'argent sur vos impôts. Second rendez-vous, on vous présente des programmes. Et en réalité, souvent, les programmes sont mal situés dans la ville, c'est-à-dire qu'ils sont excentrés de la ville. Ils sont vendus peut-être trop cher et on vous aveugle avec l'avantage fiscal. Mais ce qui compte quand on fait un projet immobilier, à mon sens, c'est vraiment de regarder le bien en lui-même, puisque c'est ça que vous allez avoir en portefeuille pendant des années et c'est l'actif que vous achetez. Vous n'achetez pas un avantage fiscal. Vous achetez un bien immobilier, donc regardez bien ça. Attendre l'affaire du siècle, on le voit souvent. On voit des gens qui se disent toujours j'ai laissé passer des opportunités parce que j'attends toujours mieux. Mais le truc, c'est qu'il faut que vous trouviez le meilleur bien possible, le meilleur investissement possible. Mais le sujet est le suivant. Si vous attendez toujours, eh bien, comme j'ai dit avant, parce que vous repoussez toujours, eh bien, le marché va continuer à monter. Et finalement, vous passez à côté d'opportunités. Si vous perdez 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est autant de temps et de capital que vous auriez déjà remboursé à la banque. Donc, en fait, vous seriez plus enrichi à acheter des fois 5 000 euros plus cher un bien immobilier, si vous aviez trouvé un super bien 5 000 euros plus cher, que d'espérer un bien qui n'existe pas et qui vous fait perdre votre temps parce que vous cherchez une chimère en fait. Et moi je l'ai vu, cette erreur-là. J'ai des amis qui attendaient, qui me disaient mais Manuel, comment tu fais pour trouver des biens? Je disais mais moi je suis réaliste, je trouve des biens qui sont très intéressants et qui vont m'enrichir dans la durée. Mais j'attends pas un bien imaginaire qui n'existe pas. Et pendant que mon ami attendait, 1 an, 2 ans, 3 ans, moi j'avais déjà acheté un bien, 2 biens, 3 biens. Et je me suis beaucoup plus enrichi que lui qui attendait pendant des années. Et il a compris au bout de 3 ans, il s'est mis également à acheter des biens. Générer un cash flow négatif, à mon sens, c'est un point qui est très intéressant et très important. Quand vous investissez, que vous mettez en place votre système, ce que je vous conseille, c'est de faire en sorte, avec l'apport et la durée d'emprunt, d'emprunter par exemple sur une durée relativement longue, par exemple 20 ans, de mettre l'apport nécessaire selon la zone géographique pour que, une fois que vous avez mis l'apport et que vous faites votre crédit, chaque mois, ça ne vous coûte pas. Pourquoi? C'est une des erreurs du Pinel. Le Pinel, quand on vous le vend, on vous le dit, vous avez un effort d'épargne chaque mois de 300, 400, 500 euros. Le problème, c'est que si chaque mois, je dois rajouter, moi, Manuel Ravier, de ma poche, 500 euros, et si mon salaire baisse, comment je vais faire demain? Ça va finalement me coûter et ça va devenir, excusez-moi, désolé, ça va me coûter et ça va me mettre une pression. Si chaque mois, je dois déjà sortir en début de mois 500 euros parce que j'ai un bien immobilier et que j'ai une épargne forcée finalement, c'est de ça qu'on parle de 500 euros, ça va être délicat demain de faire d'autres projets immobiliers ou même en cas de changement d'emploi, ça va être compliqué de faire face à mes échéances. Voilà. Tout faire tout seul, l'investissement en temps et les risques sont importants. Se ruer sur le Pinel, c'est la fausse bonne idée, c'est beaucoup de marketing. Le Pinel est de très très bons vendeurs. D'ailleurs, pour l'anecdote, on a beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine qui sont clients chez nous
eux-mêmes vendent du Pinel à leurs clients et ils viennent investir avec nous dans l'ancien. Donc voilà, je vous laisse vous faire votre idée sur ce point-là. Attendre l'affaire du siècle, dans 5 ans, eh bien, vous regretterez les bonnes affaires d'aujourd'hui et chercher un investissement. En fait, on achète de la dette quand on achète uniquement un cash flow négatif. Alors, la meilleure solution aujourd'hui, est-ce que vous m'entendez bien, Marie? Oui, beaucoup d'infos, donc c'est Ouais. intéressant. Et justement, il y avait une question sur la loi Pinel, justement, avantages, inconvénients. Donc, je pense que tu as quand même pas mal répondu déjà. Alors, avantage, inconvénient, l'avantage principal, c'est effectivement l'économie d'impôt sur le revenu. Uniquement, je le redis, parce qu'on est quand même sur un webinaire pour les non-résidents. Ça ne fonctionne pas Mhm. pour les non-résidents. C'est uniquement pour les résidents fiscaux français. Pourquoi? Parce que ça va s'imputer de votre impôt français. Donc, forcément, si vous n'êtes pas en France, ça ne marchera pas. Les inconvénients, souvent, c'est que c'est du neuf. Donc, qui dit neuf dit qu'il faut qu'il y ait des terrains disponibles. Donc, souvent, les promoteurs, ils ne le font pas exprès, hein, ils vont chercher des terrains disponibles, c'est-à-dire en dehors des grandes villes, pas forcément dans les zones les plus attractives. Or, Mhm. l'immobilier, on parle d'emplacement. Donc, souvent, on n'est pas sur le meilleur emplacement. Deuxième inconvénient, c'est construit aujourd'hui, donc avec les nouvelles normes. Donc, ça, c'est positif hein, dans la construction, parce qu'on a des normes super en France. Vous le savez, en France, on est les champions des normes. On a 1 milliard de normes qui viennent embêter les constructeurs et complexifier. Donc, c'est à la base, ça part d'une bonne intention, mais il y en a pléthore et ça devient compliqué. Donc, ça renchérit le coût de la construction. Ce qui fait que vous achetez cher parce que c'est construit aujourd'hui. Donc, vous achetez plus cher. En général, on parle de 20% au-dessus du prix marché. Ce qui fait que si vous deviez revendre demain, c'est un peu comme une bagnole, une voiture qui sort de la concession. Vous le savez tous, si vous achetez une voiture neuve, instantanément, vous passez la porte de la concession, elle a perdu 20% de sa valeur. Si vous devez la revendre demain, vous avez perdu 20% en revendant. C'est un peu pareil avec le Pinel. Troisième désavantage, c'est des revenus fonciers. Forcément, parce que pour l'exploiter en Pinel, vous devez louer en location nue. C'est une obligation. Or, revenu foncier, on va le voir d'ailleurs dans la solution, c'est l'inverse de ce que moi je propose avec la location meublée, puisque aujourd'hui, il y a un régime qui est très attractif pour les résidents et les non-résidents, c'est le régime de la location meublée, ce qu'on appelle LMNP, LMP, loueur meublé non professionnel, LMP, loueur meublé professionnel. C'est ce régime-là qui est intéressant, on va voir pourquoi juste après, et vous en êtes exclu par définition si vous faites du Pinel. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Voilà, ça fait déjà beaucoup de raisons. Et à nouveau, il y a eu beaucoup d'arnaques sur le Pinel. Donc, je ne dis pas du tout. Hein, il y a énormément de promoteurs, de constructeurs qui sont très sérieux, de vendeurs de programmes en Pinel qui sont très sérieux. Et je le dis toujours, mieux vaut faire un Pinel, un bon Pinel, que ne pas investir. Hein, donc, je ne suis pas non plus manichéen. Au contraire, je trouve ça super parce que ça permet à plein de gens de se lancer dans l'immobilier. Donc, s'ils le font avec le Mhm. Pinel, c'est très bien. Au moins, ils investissent. Donc, je ne suis pas du tout à dire que c'est une connerie. Certains, c'est peut-être de moins en moins le cas. Hein, le marché s'est assaini. Il y avait beaucoup d'escrocs sur ce marché. C'est de moins en moins le cas. Des gens qui vous vendaient un programme Pinel au fin fond de la Corrèze. J'ai rien contre la Corrèze, hein, mais il n'y avait pas de demande locative en face. Or, si vous ne pouvez pas louer, vous êtes pris au piège parce que vous perdez votre avantage fiscal. Donc, je ne rentre pas plus dans les détails, mais c'est vraiment vous êtes pris, c'est l'effet ciseau. Non seulement vous n'arrivez pas à louer, vous n'avez pas de rentrée, en plus, l'État vous dit vous n'avez pas le droit à l'avantage fiscal parce que vous n'avez pas loué. Donc là, il y a beaucoup de particuliers qui ont été tout simplement ruinés par ces mauvais investissements. Donc, il faut être quand même prudent. Voilà. Mhm. Alors, la meilleure solution, et c'est tout l'intérêt de l'immobilier, c'est la dette. Donc, quand je parle de dette, je parle bien sûr de la bonne dette, la dette qui sert à financer des actifs. C'est l'inverse. Moi, j'ai été élevé par une assistante sociale. Je vous l'ai dit, autant vous dire que je n'étais pas dans un écosystème d'investisseurs et que toute ma jeunesse, ma mère qui montait des dossiers de surendettement pour des pauvres gens, je le dis pas du tout d'une manière insultante dans ma bouche, pauvres gens, c'est pas pour des gens qui malheureusement n'avaient pas forcément eu les connaissances financières, l'éducation financière, etc., et qui se retrouvaient en surendettement, qui étaient en souffrance. Elle était là pour les aider justement. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient contracté des crédits conso avec des taux très élevés de crédit pour financer justement l'inverse de ce que je vous conseille de faire. Non pas financer des actifs, donc des choses qui vont vous rapporter de l'argent dans la durée, comme ça peut être le cas avec l'immobilier, mais pour financer ce qu'on appelle des passifs, c'est-à-dire des télés qui n'avaient pas les moyens de se payer, des voitures qui n'avaient pas les moyens de se payer, finalement n'importe quoi, des biens de consommation qui n'avaient pas les moyens de se payer. Donc la dette est un fabuleux levier, est un fabuleux effet de levier pour ceux qui investissent dans des choses qui vont prendre de la valeur, des choses qui vont dégager des revenus, et notamment en numéro un, l'immobilier. Je vais prendre une étude de cas. Cette étude de cas, c'est la mienne. J'ai investi donc sur mon premier projet immobilier, je crois que c'était en 2014, à Paris 11e, pour ceux qui connaissent rue Saint-Maur, au 148, je suis dans la précision, au 148 rue Saint-Maur, j'avais acheté ce bien-là.
Donc j'ai acheté un bien de 80 mètres carrés, c'était mon premier projet avec ma compagne. On l'avait acheté, on voulait acheter 50 mètres carrés d'ailleurs à ce moment-là, et on a trouvé un bien, on l'a trouvé en chassant, hein, comme on le fait pour nos clients. Il n'y a pas eu de magie, on a trouvé un bien sur le marché en chassant, mais grâce à nos stratégies, on a réussi à être premier. Et ce bien-là, je l'ai acheté 480 000 euros pour 80 mètres carrés, c'est-à-dire 6 000 euros le mètre. Alors, à l'époque, le marché n'était pas aussi haut qu'aujourd'hui à Paris, il faut quand même le dire. Néanmoins, c'était déjà une super affaire, c'était déjà un bien rare, et il s'est vendu en une visite, je l'ai acheté immédiatement. Qu'est-ce que je veux vous montrer avec cet exemple-là? Je vais vous montrer que j'ai acheté ce bien-là 480 000 euros, j'ai fait des travaux, il y a eu les frais de notaire, j'ai fini sur un projet à 560 000 euros. Ce bien-là, chaque année, je rembourse à la banque, je crois, environ 2 000 euros par mois, environ 1 800 euros par mois, donc un peu plus de 20 000 euros de capital à la banque. OK? Donc sur 5 ans, j'ai remboursé 20 000 euros fois 5 ans, c'est-à-dire 100 000 euros. Et aujourd'hui, c'est un bien qui vaut environ, là où il est, 80 mètres carrés dans le 11e arrondissement, qui vaut environ 900 000 euros, c'est-à-dire environ 11 000 euros le mètre, plus les 100 000 euros que j'ai amortis, que j'ai remboursés à la banque. Bah, ça fait qu'aujourd'hui, tout simplement, ce bien que j'ai acheté à crédit, puisque bien sûr, j'aurais jamais pu l'acheter cash à l'époque, grâce à mon investissement, je me suis déjà enrichi de 100 000 euros de capital, tout ce que j'ai remboursé à la banque sur ces années-là, plus la plus-value latente. Qu'est-ce que veut dire la plus-value latente? Ça veut dire que je ne l'ai pas revendu. Donc cet argent n'est pas dans ma poche, on est bien d'accord. Mais si je revends aujourd'hui, j'aurai cette plus-value latente de 340 000 euros plus mes 100 000 euros de remboursement de capital. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit avec l'immobilier. C'est on achète un bien intéressant. Déjà dans le marché à ce moment-là, c'était une super affaire. Donc on essaie de trouver les meilleures affaires possibles. Pourquoi? Bah pour bien acheter, parce que mieux on achète, mieux c'est lors de la revente aussi. Hein. On dit souvent à l'immobilier, une bonne affaire se fait à l'achat. C'est-à-dire que si vous achetez un bien immobilier mal placé, dans un mauvais emplacement, au mauvais prix, vous pouvez faire tous les travaux du monde, les plus beaux travaux du monde et la plus belle déco du monde, vous vous en sortirez pas. Donc il faut, dans la stratégie, acheter un bon emplacement. Et ça rebondit avec ce que je disais juste avant avec le Pinel, parce qu'il n'y a que l'emplacement qui compte. Et il faut ensuite être capable de le mettre en valeur de la meilleure façon possible, de manière à révéler tout son potentiel et à ce que demain, si vous souhaitez le mettre en location ou même le revendre plus tard, vous puissiez le mettre en location le plus cher possible par rapport au marché, hein, en étant réaliste bien entendu, sur ce qu'on appelle nous la tranche haute du marché pour avoir un bien rentable, ou alors le revendre à des gens qui vont acheter un bien coup de cœur déjà rénové, à des feignants, comme je dis, hein, sans les critiquer, mais le revendre à des acheteurs qui vont pas avoir envie de faire de travaux, donc ils vont accepter de payer le prix fort parce que tout simplement, ils sont feignants sur le marché, ils vont arriver dans un bien qui est déjà rénové et c'est vous qui avez fait le boulot, ou en tout cas nous, si vous nous déléguez tout ça. Je l'ai mis. Manuel, Ouais. j'ai une petite question, désolée de t'interrompre, une question par rapport à cet exemple de Fabrice. Dans cet exemple-là, quel taux d'endettement et est-ce qu'il y a un crédit amortissable? Alors absolument, ce crédit-là, je l'ai fait à l'époque sur un taux qui était génial. On était à un peu plus de 1%. Aujourd'hui, c'est un taux, on va dire, normal dans les banques françaises. Aujourd'hui, si vous venez investir en France, que le fassiez avec nous ou sans nous d'ailleurs, vous aurez, si vous trouvez la banque, alors peut-être le plus dur, c'est de trouver la bonne banque qui va accepter de vous prêter et qui va travailler sur votre dossier. Mais les taux aujourd'hui en France sont entre 1 et 2% sur 20 ans. Ça vous donne un ordre d'idée. Voilà. Les banques, globalement, vont accepter de vous prêter pour du locatif sur 20 ans et elles vont accepter de vous prêter entre 1 et 2%, ce qui est hyper intéressant. Donc, je disais au début de la vidéo, vous le voyez derrière moi, je suis à Porto Rico actuellement. Porto Rico, c'est une ancienne, enfin, c'est peut-être la dernière colonie au monde. C'est aux États-Unis, État libre associé. Et ici, à Porto Rico, les taux ont baissé. C'est pour ça que je vous parle de ça. Mais c'est les taux américains globalement, on est à plus de 3%. Donc, c'est ce qui est bas pour les États-Unis, mais à peu près 3,5%, alors que aujourd'hui, en France, on est à 1,5%. Ce qui fait qu'on a quand même aussi cet avantage-là sur la France. Je ne sais pas si Fabrice, j'ai répondu à ta question. Sinon, dans le chat, vous pouvez me le dire. Ce que je voulais vous dire aussi, qui est hyper intéressant, c'est que dans les gens qui nous regardent, il y a probablement, parce que c'est souvent le cas avec les non-résidents, des cadres. Vous êtes cadre, vous gagnez bien votre vie. Combien vous arrivez, essayez de faire cet exercice-là, combien vous arrivez à épargner chaque année avec le fruit de votre travail. Vous prenez votre salaire qui doit, j'imagine, être plus élevé que les salaires français. Vous regardez toutes vos dépenses et vous me dites, dites-le dans le chat ou gardez-le pour vous, peu importe. Hein, je sais que l'argent est toujours un sujet tabou en France. Mais regardez combien vous arrivez à épargner. Et dites-vous, est-ce que, avec un seul projet immobilier, j'en ai fait beaucoup d'autres, regardez ce qu'on arrive à créer comme valeur, de valeur nette
avec l'immobilier, c'est-à-dire que c'est juste fabuleux. En 7 ans, j'ai créé je suis en train de faire le calcul rapidement, j'ai épargné, c'est comme si ce bien-là m'avait permis de thésauriser, d'épargner environ 50 000 euros par an. C'est énormissime. En France, les médecins qui sont très bien payés, les cadres supérieurs, etc., la plupart n'arrivent même pas à épargner autant. 50 000 euros avec le fruit de leur travail. Donc l'immobilier est clairement un levier incroyable. Et d'ailleurs, on le voit, beaucoup de personnalités le disent, soit à demi-mot, soit même clairement. On en parle souvent sur la chaîne, même sur Instagram. J'essaie de partager quand des personnalités disent j'ai investi dans l'immobilier. En fait, énormément de personnes ont une activité qui leur apporte et elles utilisent finalement cette activité-là pour derrière avoir un effet de levier pour justement se développer un patrimoine sans effort, parce qu'une fois que le bien est lancé, une fois que vous avez fait votre rapport et que le projet est lancé, vous n'avez plus d'efforts à faire et vous vous enrichissez chaque mois. Voilà. Ce bien-là, je n'ai pas prévu de le revendre. D'ailleurs, je vais laisser tourner parce que c'est un bien qui est rentable. J'ai des locataires qui restent à chaque fois plusieurs années. Là, il y en a un qui vient de partir. Ça faisait 4 ans qu'il était dans les lieux. Donc voilà, je laisse tourner et c'est un excellent placement. Et je crois, moi, fondamentalement à la valeur de Paris. On pourra peut-être parler du marché après. Actuellement, le marché est un peu chahuté à Paris parce qu'avec tout ce qui se passe sur les confinements successifs, beaucoup de gens, temporairement, effectivement, sont repartis se mettre au vert en province. Donc forcément, ça touche le marché. Donc il est stable. Mais moi, je suis persuadé que ce marché parisien, je suis un investisseur aussi à Paris et je peux vous dire que je continue à miser et à acheter à Paris. D'ailleurs, j'ai encore réceptionné un bien perso la semaine dernière, je crois. J'avais fait une story sur Instagram. Voilà, donc je vais avancer un peu. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est vraiment ça. Moi, je visualise à chaque fois que je fais un projet, je visualise à titre perso dans ma tête, c'est comme ça depuis le début, je mets en orbite un projet. Donc, je fais une métaphore avec la fusée, mais je voudrais que vous le voyez comme ça, je voudrais que tu le vois comme ça. La logique, c'est quoi? On travaille sur un projet, ou alors vous déléguez, mais il y a quand même un peu de temps au tout début sur la recherche du financement, etc. Je travaille sur un projet, j'y consacre un peu de temps mental. Une fois que le projet est lancé, une fois que le bien est loué, bah voilà, je m'en occupe plus. Je passe à la suite. Soit je retourne à mes passions, ma famille, mon travail, etc. Soit je dis, bah Manuel, ça s'est bien passé, je voudrais lancer un nouveau projet. Et on a plein de clients comme ça qui lancent 1, 2, 3, 4. Il y en a qui ont fait énormément de projets avec nous. Parce qu'une fois qu'on a compris, c'est un côté grisant, on travaille de manière assez courte et assez peu si vous nous déléguez. Et ensuite, ça tourne tout seul et on s'enrichit et on voit que chaque mois, on a les chiffres, on voit l'argent qui rentre, etc. C'est juste fabuleux, quoi. Il n'y a rien d'autre qui permet de faire un truc comme ça. Dans notre système, vous l'avez vu, c'est la banque qui finance, c'est le locataire qui rembourse, parce qu'avec le loyer que vous touchez, vous allez rembourser la mensualité de crédit, et investissement locatif qui s'occupe de tout le reste. Bon, là, je fais quand même une petite pub pour notre service. Notre service, c'est justement la délégation de tout ça. On est 120. On a une équipe qui est hyper professionnelle et formée, puisqu'on fait ça depuis maintenant 7 ou 8 ans, depuis 2013. On a commencé cette activité-là en 2013 et on a commencé l'agence immobilière qui gère les biens en 2012. Donc on a voilà, un track record sur le marché qui est juste incomparable. On a énormément d'historique sur tous les marchés locatifs où on intervient, puisqu'on est dans une vingtaine de villes, ce qui fait qu'on sait combien les biens vont se louer, puisqu'on les gère derrière. Et on a cet historique hyper rassurant pour les investisseurs qui nous font confiance. On a plein de success stories. Sur le site, vous verrez des témoignages vidéo, des gens qui acceptent de mettre leur visage et leur nom en disant j'ai investi, c'est bien, faites-le. Moi, je suis très très fier de ça parce que ça veut dire que c'est pas juste on a aussi des avis vérifiés, on a 200 avis vérifiés environ, mais un client qui nous dit j'ai investi une fois, deux fois, trois fois avec eux, qui met sa tête et son nom et qui accepte même de répondre à des gens qui s'intéressent à nos services, pour nous, c'est une super marque de confiance. La bonne séquence pour réussir, c'est quoi? Si vous voulez le faire tout seul aussi, c'est rechercher un bien, optimiser le plan, se dire qu'est-ce que je peux améliorer dans ce bien que j'achète, que j'ai acheté a priori pas trop cher parce qu'il y avait peut-être des travaux, parce qu'il n'était pas beau à l'intérieur, parce qu'il n'était pas rénové, parce que le plan était optimisable mais pas optimisé. Donc on va optimiser le plan, faire des travaux, meubler, décorer le bien pour en faire un bien à la fin coup de cœur. Ensuite, on va le louer, souvent le mettre en location, gestion, si vous êtes non résident dans une agence, nous on peut s'occuper de tout ça. Et donc optimiser son patrimoine et réitérer, réitérer, réitérer. Je vous ai pris un petit exemple d'une opération qu'on a faite. Encore une fois, on en fait beaucoup. Là, j'ai fait exprès de prendre une opération extrême avec une photo extrême à gauche d'une rénovation. Donc là, il faut avoir un investisseur qui arrive à se projeter. Parce que quand on vous montre ça et que vous le visitez, même parce qu'on fait visiter nos clients quand ils le souhaitent, bien entendu, vous arrivez là, vous dites, attendez, Manuel, désolé du mot, mais c'est une merde, c'est pourri actuellement. C'est dans son jus. Oui, actuellement, c'est à rénover. Actuellement, c'est un bien à potentiel, mais voilà ce qu'on est en mesure d'en faire. Vous trouverez des centaines d'exemples sur notre site de réalisation avant-après.
Donc vous verrez ce que nos équipes, que je salue, parce que vraiment, nos architectes qui sont une vingtaine, sont capables de faire un travail fabuleux pour mettre en valeur vos biens. Pourquoi la situation actuelle, c'est une opportunité? Bah, à mon sens, c'est une opportunité pour plusieurs raisons. D'abord parce que les banques financent. Donc je sais que c'est un sujet, il y a plein de sujets sur le crédit. Ça serait trop long de parler de tout ce qui a changé depuis fin 2019 et depuis les recommandations du HCSF. Je vous invite à regarder sur notre chaîne YouTube, on a plein de vidéos sur le sujet. On a une émission, encore une fois, où on va aborder ce sujet-là avec des courtiers. On a abordé dans l'émission d'hier soir. Mais on a des prix d'immobilier qui sont en croissance et qui vont continuer à monter. C'est ça l'opportunité. Pourquoi? Parce qu'on est dans une logique d'inflation. Mon analyse, je n'ai pas de boule de cristal, chacun doit se faire son idée, mais moi j'investis en fonction. Chacun doit prendre son risque et tous les investisseurs doivent se faire leur propre conviction. Ma conviction, c'est qu'avec la masse de monnaie qui est imprimée, eh bien, cette monnaie-là, elle met un peu de temps, et c'est la conviction de beaucoup d'économistes, mais elle va arriver dans le système, dans les biens tangibles, dans les actifs. Et en fait, on a plus de monnaie pour le même nombre d'actifs derrière. Donc, bah, la valeur des actifs va s'envoler. C'est que la monnaie se déprécie tout simplement. Donc, en ayant de l'immobilier, vous vous protégez contre ça. Les opérations sont rentables. On est capable de faire des opérations, parce que c'est une question, je pense, qui va ressortir, clé en main, donc en déléguant tout et en incluant le coût de notre délégation, en incluant nos frais dedans, en incluant les frais de notaire, en incluant les travaux, en incluant les meubles, en incluant l'achat de biens, on est capable de faire des opérations qui sont entre 4 et presque 10% de rendement locatif. Ce qui veut dire que pour une opération à 100 000 euros, pour faire un chiffre rond, vous allez avoir un loyer encaissé qui va être entre, si c'est 4%, donc c'est 4% de 100 000 euros, c'est-à-dire 4 000 euros par mois, par an, pardon, 4% par an, pas par mois évidemment. Vous allez donc avoir un loyer annuel qui va être entre 4 000 euros et presque 10 000 euros pour 100 000 euros investis. Et après, bien sûr, il faut faire la règle de 3. Si vous investissez 200 000, 300 000, 1 million d'euros. Et ça permet, si c'est votre souhait et si c'est votre question, avec un apport d'être ce qu'on appelle en opération blanche. Vous apportez la somme que la banque va vous demander d'apporter. Elle va vous demander, en tant que non-résident, d'apporter au moins 30% du projet. Donc voilà, malheureusement, ça c'est une condition sine qua non posée par les banques, pas par moi, mais par les banques. En apportant cet apport, vous allez être en opération blanche ou même en cash flow positif. C'est-à-dire que chaque mois, le loyer encaissé va être au moins égal, voire supérieur à la mensualité de crédit. Pourquoi je dis au moins supérieur? Vous allez me dire, mais Manuel, pourquoi dans ces cas-là, est-ce que je ne choisis pas une opération toujours à 9, à 8, à 7, 8, 9% de rendement? Parce que ça va dépendre. Plus vous allez dans des zones qui sont des zones moins sécurisées, entre guillemets, où le marché immobilier est moins cher, plus vous allez avoir des rendements locatifs élevés. Pourquoi? Parce que c'est associé à un coût du risque. Donc, on a des clients qui nous disent, moi, ce que je veux, c'est du Paris intramuros, c'est être dans Lyon, c'est être dans Bordeaux, qui sont des zones très patrimoniales. Et ils le savent, le rendement sera plus faible parce qu'on achète plus cher forcément. Le marché est plus cher. Et d'autres clients qui nous disent, moi, ce que je veux, c'est privilégier le rendement, tout en ayant bien sûr un actif sécurisé. On ne vous emmènera jamais dans des zones dangereuses, pourries, ou alors où il n'y a pas de demande, parce que ce serait se tirer une balle dans le pied. Donc on ne le fera pas. On vous dira, on pourrait avoir plus de rendement, mais on vous mettra en risque, donc on ne le fera pas. Mais on peut quand même aller chercher dans des zones un petit peu plus populaires, des zones un petit peu plus périphériques des grandes villes, des rendements locatifs nettement plus élevés. Et là, aller chercher même du cash flow positif, c'est-à-dire vous apportez votre apport de 30%, vous empruntez et votre crédit immobilier inférieur, voire bien inférieur à votre loyer encaissé chaque mois. Alors, les États, là je voulais vous faire un petit point du marché, les États donc, qui ont des dettes élevées, et c'est le cas avec l'augmentation de la dette dans tous les États du monde hein, globalement, bah, ils ont plusieurs solutions pour résorber cette dette. Ils ont soit avoir une croissance et une économie qui repart, une croissance élevée. Il n'y a pas de croissance qui va repartir à court terme. En tout cas, ce n'est pas prévu. Il va y avoir cette année en France un rebond, ce qu'on appelle un rebond technique. Comme on a eu une baisse très forte du fait que tout était fermé, forcément, quand on réouvre par rapport à la baisse de l'an dernier, on a une hausse. Mais par rapport à 2019, au niveau de ce qu'on avait avant au niveau économique, au PIB de 2019, eh bien, on n'a pas une croissance élevée. C'est ce qu'on appelle un rebond technique. Donc ça, a priori, c'est à exclure dans les systèmes, en tout cas occidentaux, c'est-à-dire Europe, États-Unis. Il faut sinon augmenter les impôts sans faire fuir les contributeurs. Ça, c'est à mon sens exclu aussi. Pourquoi? Parce que pour rembourser la dette, si on augmente les impôts, tous les gens qui gagnent de l'argent vont partir. On a déjà beaucoup de gens talentueux qui malheureusement partent, pas que pour ça. Et peut-être d'ailleurs que vous qui nous regardez et qui êtes non résident, ça a pesé aussi dans la balance. C'est jamais le seul critère, mais peut-être qu'à un moment, vous en avez aussi marre parce que vous payez énormément d'impôts sur des salaires élevés, sur des revenus élevés. Et nous, on le voit, on ne juge pas. On comprend aussi que quand on a une pression fiscale trop forte, on peut avoir envie de se dire, il y a d'autres endroits dans le monde super cool,
je vais vivre aussi à l'étranger. Donc, à mon sens, pour cette raison-là, ils ne feront pas une augmentation d'impôt pour résorber la dette. Et la troisième solution, c'est faire en sorte, comme la dette d'État est à taux fixe, eh bien qu'elle devienne moins lourde à rembourser. Et c'est justement la dévaluation de la monnaie ou l'inflation. Et moi, c'est ce que je privilégie. C'est ce que je privilégie. Et c'est pour ça que je pense que les actifs comme l'immobilier vont connaître une croissance forte qui va être en fait liée à la dévaluation de la monnaie dans les années à venir. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut investir maintenant dans l'immobilier pour se protéger de cette dévaluation et pour profiter de cette hausse future. Actuellement, en période de crise, on a toujours moins de concurrence quand on investit parce qu'il y a des gens qui ont peur. Il y a toujours des gens qui ne peuvent pas, malheureusement pour eux, investir. Il y a des gens qui ont peur. Donc, dans certaines zones géographiques, on peut avoir des marges de négociation plus élevées sur des biens, ce qui n'était pas le cas avant la crise. On a des taux qui sont bas. Je vous ai mis des taux issus de meilleurs taux. Alors, à prendre avec des pincettes. Moi, j'ai fait un crédit, j'ai parlé hier avec une banque sur justement un nouvel immeuble que j'achète à Lille d'ailleurs, à titre personnel. Et en réalité, on m'a proposé 1,10 sur 20 ans. Moi, à titre perso, alors que je suis résident fiscal français, donc c'est plus que ce qu'on voit là dans le tableau, mais c'est déjà un excellent taux. Et voilà, à prendre avec des pincettes, mais à retenir que si vous êtes non-résident, vous emprunterez entre, on va dire, 1,20 et 2% par an si vous empruntez sur une durée de 20 ans, ce qui reste un taux exceptionnellement bas et attractif. Le retard ne se rattrape pas en matière d'immobilier. On vous a mis un petit indice d'évolution des prix de l'immobilier. Donc, on voit par rapport au CAC 40 ici, c'est une comparaison, que les prix d'immobilier, globalement, ils augmentent en permanence. Donc, plus vous attendez, plus vous ratez finalement une opportunité de hausse. À mon sens, à nouveau, chacun doit se faire son idée. J'entends depuis que j'ai démarré l'immobilier en 2012 que les prix vont s'effondrer. En 2012, on me disait, Manuel, 6 000 euros le mètre à Paris, c'est trop cher. Il faut pas acheter, il faut attendre. Après, on m'a dit, Manuel, 8 000 euros le mètre, mais t'imagines, c'est trop cher. Maintenant, après, on m'a dit 10 000 euros le mètre. Oh là, mais là, ça va tomber, ça va s'effondrer. Ensuite, il y a eu la crise financière avec le premier confinement en mars 2020. Et là, j'ai même lu des choses. Le marché va baisser, moins 15%, moins 20%, parce que ça faisait vendre du papier des journaux. En réalité, le marché à Paris est stable. On a effectivement une petite baisse, selon les statistiques notaires, autour de moins à moins 3%. Bon, est-ce que ça change quelque chose? On reste sur des niveaux hyper élevés. Ça ne change absolument rien à mon sens. Et au contraire, le marché reprend son souffle avant, je pense, une hausse à horizon 6 à 18 mois. En tout cas, moi, c'est ce que je privilégie et c'est pour ça que je continue à investir dans l'immobilier parisien. Donc, c'est la meilleure preuve que j'y crois. Si je suis pas bête, sinon je le ferais pas. Je viens de me faire livrer un bien la semaine dernière à Paris 8e. J'ai un autre bien en travaux, 50 mètres carrés à Paris 18e. Voilà, donc vous pouvez voir tout ça sur mon Instagram. C'est du concret. J'ai voulu prendre quelques petits exemples de projets concrets de clients. Ils sont passés à l'action. On a énormément de cas clients sur le site internet, des vidéos commentées sur la chaîne YouTube. Donc, je vous laisserai aller voir ça. Mais on peut faire aujourd'hui avec un budget de 350 000 euros tout inclus. Donc, dans le budget, on a achats, travaux, frais de notaire, meubles, honoraires. On a absolument tout. On dépense 350 000 euros qu'on va financer, par exemple, avec un apport, si vous êtes non-résident, de 80 à 100 000 euros si vous avez de l'épargne. Le reste avec de la dette. Vous avez un revenu locatif de 27 000 euros chaque année. Ça fait une rentabilité brute à 7,80%, par exemple. Ça peut donner ça. On achète un bien à gauche que vous voyez qui était vétuste, alors pas aussi détruit que le dernier, mais qui donne quand même pas envie par rapport aux standards actuels. Et on en fait un bien coup de cœur grâce au travail de nos architectes. Bien sûr, tout le projet est délégué, suivi. On a une application même sur iOS et sur les différents systèmes, sur Google Android Store. Vous pouvez télécharger l'application, vous suivez tout dans votre application, l'architecte vous parle dedans, le chasseur vous parle dedans, vous avez vos photos, vous recevez des vidéos, on parle aussi beaucoup par WhatsApp. On est capable de tout suivre à distance sans jamais vous déplacer, vous avez toutes les infos. Et voilà, de A à Z. Ici, c'est l'exemple d'un T3 qu'on a réaménagé à Marseille, un petit T3 avec un budget total de 130 000 euros tout inclus, des revenus locatifs de 9 000 euros sur l'année, ce qui fait 6,76 de rendement. Voilà, avant, après. En région parisienne, un F2 de 27 mètres carrés, budget total 135 000 euros, 6,58 de rendement. En fait, l'idée, c'est que le rendement, on me dit souvent, Manuel, c'est quoi un bon rendement? Et je répondrai aux questions après, c'est peut-être la question qui va revenir. Ça dépend des zones géographiques. Ça veut rien dire, en fait. C'est-à-dire qu'un bon rendement, c'est avoir un rendement supérieur au marché local. C'est faire mieux que le marché local à un instant donné. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va vous aider à faire par le fait que nos chasseurs, toute la journée, cherchent les meilleures affaires par les notaires, par les agences, par les particuliers, font du sourcing. Ils sont à temps plein là-dessus sur vos recherches et donc ils vont chercher les meilleures affaires du marché, être au contact du marché H24. Ensuite, c'est nos archis qui ont la connaissance pour du locatif et qui vont optimiser les biens au maximum, en sortir tout le potentiel
et suivre vraiment les projets pour vous. Et donc, c'est ça qui nous permet, on n'est pas magicien, c'est ce qui nous permet de faire mieux que le marché. Et faire mieux que le marché, eh bien, ça veut dire avoir un rendement supérieur. À Paris, quand le rendement est à 2%, si on fait 4, ben, c'est génial. Inversement, si vous êtes dans une zone où le rendement est à 5 et que vous faites 4%, ça va être un mauvais rendement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut toujours relativiser selon le marché. Et c'est vous, en tant qu'investisseur, c'est toi qui nous regarde, qui va, en venant prendre un rendez-vous à la fin avec notre service, parler du projet, affiner et nous dire, bah voilà, moi, ces villes-là m'intéressent, ou alors je suis ouvert sur les villes. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'avoir le meilleur rendement possible, ou alors c'est faire du patrimoine et peut-être que demain, je voudrais avoir un pied-à-terre à Paris ou à Bordeaux parce que j'aime bien, ou à Lyon, et loger un enfant, etc. Donc ça dépend vraiment des objectifs de chacun. Nous, on est là pour dérouler un plan et faire le mieux possible en fonction de tes objectifs patrimoniaux, tes objectifs de rendement et tes objectifs de situation géographique. Voilà. Donc là, on a mis quelques exemples. Vous pourrez aller voir sur Trustpilot, on a des avis vérifiés et on a également des avis en vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous verrez tout ça. Si vous souhaitez lancer un projet avant que je réponde aux questions, vous pouvez scanner le QR code, prendre un rendez-vous. Le rendez-vous est offert. Vous aurez un rendez-vous avec un de nos conseillers. Donc, n'hésitez vraiment pas à sauter le pas. C'est un rendez-vous qui va durer 30 minutes à 1 heure et qui va vous permettre de parler de vos projets, de voir un peu si ensemble on peut vous accompagner. On vous en dira également plus sur le service et on vous enverra des cas concrets par rapport à vos objectifs. Si vous nous dites, Manuel, je voudrais investir à Bordeaux, on vous enverra des exemples récents de ce qu'on a été en mesure de faire à Bordeaux pour des clients. Voilà, si vous avez la moindre question, je vais y répondre maintenant. N'hésitez pas également, comme je l'ai dit, à nous suivre sur les réseaux et à m'interpeller. Beaucoup de gens m'écrivent sur Instagram en me disant, Manuel, j'ai une question, Manuel, j'ai parlé avec l'équipe, je voulais avoir une précision, etc., etc. Et je suis toujours moi content d'être au contact des investisseurs et puis de répondre à ces questions-là. Marie, est-ce que tu as Merci des Manuel. questions? Oui, oui, J'espère que je n'ai oui, pas j'en été, ai plein. pas été Non, dense. non, ça a beaucoup intéressé toutes les personnes qui nous suivent. Donc, merci pour toutes ces questions. On passe à la partie vraiment dédiée aux questions, questions-réponses. Si vous n'avez pas encore posé votre question, vous pouvez quand même le poser via le chat. Mais voilà, on a pas mal de questions. Donc, déjà, des questions liées au financement. Donc, ça revient beaucoup. Des questions, donc par exemple, de Kenza, qui demande si tu pourrais développer le montage à discuter avec la banque, en fait, tout ce qui est apport et autres solutions pour la convaincre de financer. Tu parlais de 30% d'apport, il me semble, pendant ta présentation, mais que répondre à une banque qui refuse de discuter et exige un apport de 50%, par exemple? Une banque française ne finance-t-elle pas que des investissements en France? Ouais. Alors, en fait, déjà, il faut savoir que ça dépend des pays. J'ai fait des raccourcis, mais ça dépend des pays. C'est-à-dire que chaque pays a ses problématiques pour la partie financement et nous, on a des courtiers partenaires spécialisés dans le non-résident. Donc, je pourrais vous mettre en relation. Prenez rendez-vous, on vous mettra en relation. Ça vous engage absolument à rien. Mais il faut avoir le bon courtier qui est en mesure de comprendre votre dossier. Je prends un exemple. On a beaucoup de sujets avec la FATCA pour les US personnes, c'est-à-dire que les résidents fiscaux américains, c'est une problématique supplémentaire. On avait des banques qui le faisaient, qui maintenant ne financent plus les non-résidents US parce qu'avec les FATCA, il y a des contraintes réglementaires qui sont lourdes pour les banques et elles n'ont tout simplement pas envie. Et elles se disent que c'est pas rentable d'accompagner une US personne parce que ça rajoute de la paperasse, de l'administratif avec la FATCA et donc elles n'ont pas envie, elles préfèrent se concentrer sur d'autres dossiers. Donc il faut arriver à trouver, et ça bouge en permanence, la banque qui a à ce moment-là de l'appétence, qui a envie d'accompagner déjà sur du crédit immobilier des non-résidents et qui sait faire aussi. C'est hyper important. Donc nous, en fait, notre job chez Investissement Locatif, c'est d'arriver à vous mettre en relation et d'ouvrir notre réseau, notre carnet d'adresses, pour vous mettre en relation avec les bons interlocuteurs. Donc, ce n'est pas forcément nous, d'ailleurs, sur le financement pur. On vous mettra en relation avec des courtiers qui savent faire, tout simplement, et qui, en permanence, sont en contact avec les banques pour voir qui a de l'appétence aujourd'hui et qui peuvent vous renseigner, même en amont, sans que ça vous engage, encore une fois, à rien, sur votre dossier, sur sa faisabilité. Donc, n'hésitez pas vraiment soit à me faire un mail sur mon mail directement. Vous pouvez aussi le faire. Je ne sais pas si tu peux, Marie, l'afficher. Mon mail, c'est simple, c'est mr, comme Manuel Ravier, mes initiales mr, @investissement-locatif.com. On va Si l'ajouter Marie, sur le chat. tu peux l'ajouter Oui, sur le chat, c'est parfait. oui. Donc n'hésitez pas à me solliciter là-dessus. Je vous mettrai en relation avec grand plaisir avec les bons interlocuteurs parce que ça dépend beaucoup des pays. Donc je ne sais pas dans quel pays Kenza est non résidente, mais ça dépend des pays. Ce qu'il faut retenir dans les grandes lignes, c'est que c'est faisable si vous avez les bons contacts, les bonnes banques, les bons interlocuteurs, les bons courtiers. Après, oui, c'est pas les banques françaises, même quand on est résident fiscal français, les dossiers, ça peut être long et ça peut être compliqué. Donc ça, il faut le garder également en tête.
Voilà, donc 30% d'apport, des conditions qui sont légèrement dégradées par rapport aux résidents fiscaux français. Par exemple, si les taux sont à 1%, les banques en général vont vous demander un petit peu plus. Elles vont vous facturer non pas 1% si vous êtes non-résident, mais 1,25, 1,30. Elles vont avoir une petite surprime parce qu'il y a plus de boulot pour elles. Donc ça, c'est un fait, mais ça change absolument rien à l'équilibre financier du projet. Et il faut avoir les bons interlocuteurs. Je prends l'exemple, si on a des non-résidents qui sont, parce que j'ai eu le cas récemment, des chefs d'entreprise. C'est compliqué aussi, mais on a parfois des chefs d'entreprise qui ont des liquidités. J'ai eu récemment quelqu'un qui a revendu sa boîte à un grand constructeur automobile. Donc une vraie success story qui était expatrié dans les Émirats arabes unis et qui me disait, Manuel, moi j'ai des liquidités, mon problème c'est de trouver la bonne banque. Ben, je l'ai envoyé vers une banque privée qui sait faire ça et qui lui a dit, vous investissez de l'argent en bourse qu'on peut nantir et en échange on vous prête. Donc ça va dépendre, pour résumer Kenza, si tu as de l'apport, c'est faisable. Donc, n'hésite pas à nous contacter, on te mettra en relation avec la bonne personne. Ça va dépendre du pays. Ça va dépendre du contrat. J'ai vu qu'il y avait une question là-dessus. Est-ce que c'est un contrat local? Est-ce que c'est un contrat français Ça sur revient souvent. voilà, sur le Mm. non-résident? C'est faisable dans les deux cas, mais effectivement, il faut en tenir compte dans le montage du dossier. Et ça va dépendre de la somme que vous souhaitez investir parce qu'on ne va pas vous mettre en relation avec les mêmes banques. Mais d'ailleurs, c'est pareil en France. Si vous me dites je vais investir 3 millions, que si vous me dites je vais investir 100 000 euros, les deux sont possibles, mais on ne va pas vous mettre en lien avec le même interlocuteur et la même banque. Voilà, tout simplement. Merci. On a aussi des questions au niveau imposition qui reviennent. Donc, Oui. une question, par exemple, de Julien, qui se trouve en Autriche. Comment sommes-nous taxés sur un bien en location lorsque nous vivons à l'étranger? Et ensuite, auriez-vous des conseils pour un bon premier investissement? Donc, vraiment, tout premier. Ok. Merci Julien pour la question. Comment on est taxé? Alors, j'ai envie de dire aussi, ça dépend. La logique, c'est que si vous faites de la location meublée, c'est un sujet que j'adore en plus et que je traite beaucoup, beaucoup dans les vidéos, mais ça me prend à chaque fois 2 heures parce que je suis bavard, comme vous avez pu le voir. Je vais essayer de synthétiser. Le régime aujourd'hui le plus intéressant pour vous, pour tous ceux qui nous regardent là, c'est la location meublée. Déjà, partez de ce postulat-là. Vous pourrez faire vos recherches personnelles, mais vous arriverez toujours là-dessus. Donc, je vous fais gagner du temps. La location meublée. Quand on fait de la location meublée, on est soit à ce qu'on appelle LMNP, loueur meublé non professionnel, soit LMP, loueur meublé professionnel. Globalement, et je vais schématiser, simplifier, mais pour que tout le monde me comprenne au mieux. C'est pas vous qui le choisissez. C'est des critères. En gros, si vous avez des revenus locatifs qui sont supérieurs à 23 000 euros par an et que vous êtes à l'étranger, vous êtes ce qu'on appelle un loueur meublé professionnel aux yeux de l'État. Qu'est-ce que ça change? On va le voir juste après. Mais quelle est la logique? La logique, c'est que vous achetez votre bien et c'est hyper intéressant de faire des travaux meublés pour dégager de la valeur parce que tout va venir en déduction. C'est-à-dire que vous allez encaisser vos loyers chaque mois, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros chaque mois, par exemple. À la fin de l'année, vous avez encaissé 12 000 euros de revenus locatifs. Ce revenu locatif-là, dans la logique fiscale, va être imposable, comme vous êtes non-résident, à un taux plancher de 20% plus la CSG-CRDS. C'est là que c'est compliqué. 20% plus la CSG-CRDS si vous êtes en dehors de l'Europe. Vous, par exemple, qui êtes en Autriche, ce sera 20% plus 7%. Donc, votre taux d'imposition sur les revenus locatifs générés va être de 27%, 27,5%. OK? Donc, ça, c'est le postulat de base. Mais, je vous rassure, Julien, vous n'allez pas payer en fait 27,5% de vos revenus locatifs. Donc, ça ferait 27,5% de 12 000 euros, environ 3 000 euros par an d'impôt. Mais en fait, vous n'allez pas payer cet impôt-là. Pourquoi? Parce que vous allez payer 27,5% dans votre cas d'impôt sur les revenus locatifs après déduction de l'amortissement des travaux, des meubles, le passage en déficit des frais et l'amortissement du bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État va vous dire chaque année, vous avez encaissé 12 000 euros de revenus locatifs meublés, mais je vais accepter d'amortir le bien. Donc votre bien que vous avez acheté, je prends l'exemple 200 000 euros, je fais vraiment des gros schémas. C'est pas exactement comme ça, c'est pas exactement les bons barèmes, c'est pour faire simple. Vous avez 200 000 euros investis dans votre bien, pour schématiser. Ce bien va s'amortir sur 30 ans. Donc je divise 200 000 euros divisé par 30 ans. Chaque année, je vais amortir 6 000 euros. Donc ça veut dire que vous avez encaissé 12 000, vous enlevez déjà 6 000. Donc vous n'êtes plus imposé sur les 12 000 euros de loyer, mais sur 12 000 moins 6 000. Vous avez fait 20 000 euros de travaux. Ces 20 000 euros de travaux, vous allez les amortir également sur 15 ans. Donc c'est un peu plus de 1 000 euros par an. Donc vous aviez 6 000 euros imposables, on enlève encore un peu plus de 1 000 euros. Vous n'avez plus que 5 000 euros imposables. Vous avez acheté des meubles. Ces meubles vont s'amortir sur 7 ans. 7 000 euros de meubles, vous enlevez encore les meubles. Vous avez des frais avec investissement locatif. Ces frais passent en déficit.
vous déduisez les frais d'investissement locatif et vous reportez le déficit pendant 10 ans, etc., etc. En fait, je peux juste vous faire comprendre la mécanique parce que ce serait trop long de rentrer dans tous les détails. Il y a plein de barèmes différents, etc. Ce qu'il faut que vous reteniez, tous autant que vous êtes à regarder, et je vous remercie d'être toujours là d'ailleurs sur cette conférence. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'en fait, on va complètement gommer les loyers encaissés pour que, à la fin, avec tous ces amortissements, ces déficits, ces charges, tout va se déduire avec la mécanique de la location meublée. Et à la fin, vous êtes imposable sur zéro. Et donc 27% de 0 euros, ça fait zéro. Et d'ailleurs, 50% de zéro, ça fait toujours zéro aussi. Donc, c'est vraiment ce que vous devez retenir. Vous n'allez pas payer d'impôts pendant très longtemps parce que pendant toutes ces années, vous allez amortir le bien, amortir les travaux. Donc, le bien, c'est sur 30 ans. Les travaux, c'est sur 15 ans. Les meubles, c'est sur 7 ans. Vous allez passer en déficit les frais de notaire, les frais d'investissement locatif. Voilà. Et vous allez avoir en charge chaque année votre taxe foncière qui va se déduire de vos revenus locatifs imposables, vos charges de copropriété si vous êtes en copropriété qui vont se déduire, vos frais d'assurance si vous prenez une assurance pour protéger votre bien, etc. etc. Voilà, j'espère que vous avez compris la logique et que j'ai répondu à la question. Le taux d'imposition minimal pour les non-résidents est de 20%, ce à quoi il faut rajouter la contribution de solidarité pour les résidents dans l'Union européenne qui est de 7,5%. Pour les non-résidents, enfin, qui sont hors de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, parce que la Suisse est concernée aussi par les 7,5% et pas par les 17%, il y a 17,2% de CSG-CRDS, c'est-à-dire dans un cas, vous êtes à 27,5, dans l'autre, vous êtes à 37,2. Mais retenez qu'à chaque fois, c'est un pourcentage qui s'applique sur un montant imposable après déduction du déficit, nos frais passent en déficit, par exemple, immédiat, reportable, les frais notaires aussi, l'amortissement du bien, l'amortissement des travaux, l'amortissement des meubles, d'où l'intérêt aussi fiscalement de faire des travaux et de mettre en valeur le bien et d'investir pour valoriser votre patrimoine, des charges récurrentes, taxes foncières, assurance, intérêts d'emprunt, je ne l'ai pas dit, mais les intérêts d'emprunt passent aussi en charge, etc. Donc, ce qu'il faut que vous gardiez en tête aussi, c'est que quand vous investissez dans des intérêts d'emprunt, parce que la banque vous facture des intérêts chaque année, en réalité, quand la banque vous facture 1 000 euros d'intérêt, ça ne vous coûte pas 1 000 euros. Ça vous coûte 1 000 euros, mais vous gommez des loyers imposables. Donc, ça vous coûte 1 000 euros moins ce que vous auriez payé en impôt si vous n'aviez pas eu ces 1 000 euros. Je ne sais pas si c'est clair dans le chat, vous pouvez nous le dire. Ça m'intéresse d'être le plus clair possible. C'est un point hyper important. Aujourd'hui, ça reste un sujet très, très intéressant et une niche fiscale, ce LMNP, LMP. Donc voilà, donc on peut investir en LMNP, LMP. On peut aussi, certains font des investissements à travers des sociétés, soit ce qu'on appelle une SARL de famille, par exemple. C'est encore un autre sujet, on en parle sur la chaîne YouTube et c'est très long à expliquer. Ou des SCI, notamment pour les chefs d'entreprise, faire des SCI, c'est hyper intéressant. On peut faire des montages avec une holding en haut. On fait remonter finalement le cash de l'entreprise dans la holding pour le réinvestir en apport dans des SCI, à l'IS, très important, à l'impôt sur les sociétés. C'est aussi intéressant pour les gens qui veulent développer des patrimoines importants, mais on traite tout ça sur la chaîne. On a aussi un livre, je ne l'ai pas dit, mais vous le retrouverez partout, à commander sur Amazon, le site de la FNAC, etc. Le livre que mon associé Michael Zonta a écrit, qui s'appelle Vive l'immobilier et vive la rente. C'est volontairement un peu provoque. Vive l'immobilier, vive la rente. Pour une vingtaine d'euros, vous avez aussi beaucoup plus d'infos sur la méthode, etc. Donc, si vous cherchez le bouquin, Vive l'immobilier, vive la rente par Michael Zonta sur Amazon, etc. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question sur la fiscalité. C'est des sujets passionnants, longs, mais c'est intéressant en France d'investir quand on est non-résident et vous ne payerez pas d'impôts pendant très longtemps sur vos loyers. Et quand vous allez refaire des opérations, parce que moi je suis persuadé que quand vous en aurez fait une, vous aurez envie d'en faire d'autres, parce que vous aurez envie de vous développer ce parc immobilier, eh bien, vous en ferez d'autres et ça va venir décaler toujours le moment où vous serez imposé. Et quand on est imposé, vous allez me dire, on l'est petit à petit, parce que c'est pas d'un coup que tous les amortissements s'arrêtent. On l'a vu, l'amortissement du bien, c'est sur 30 ans, l'amortissement des travaux, etc. En fait, vous allez tout le temps avoir des nouveaux projets, et donc ça va systématiquement décaler le moment où vous êtes imposé. Merci Voilà, Marie. Manuel. Il y a aussi des questions sur les types d'investissements immobiliers. Donc une question par exemple de Pascal. Que pensez-vous des SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier, avec versement mensuel de revenus par rapport à l'investissement locatif en direct? Alors, les SCPI, effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est ce qu'on appelle la pierre papier. Plusieurs choses qui font que, encore une fois, je n'ai vraiment pas envie d'être perçu comme la personne qui dit du mal d'autres supports immobiliers. Je pense aussi que les SCPI, ça peut être vraiment intéressant. Les points négatifs à regarder, c'est que c'est du revenu foncier. Vous allez être imposé dessus tout de suite. Donc, vous ne serez pas en ce que je viens de dire en LMNP, donc vous allez être imposé dessus. Également,
les SCPI, ce qui est un peu gênant à mon sens, c'est qu'il peut y avoir des frais importants à l'entrée et à la sortie, des frais de gestion importants, donc bien regarder ça également. Également, ce qui peut être un petit peu plus embêtant, c'est qu'il faut regarder ce qu'il y a dedans, parce que souvent c'est assez opaque. C'est-à-dire que les CPI, vous achetez des parts et ensuite ils achètent ce qu'ils veulent avec. Donc il y a moins ce lien à un bien et à la qualité du bien. Donc il faut bien regarder ce qui est détenu dans le patrimoine. Et le rendement réel, après tous les frais, est souvent beaucoup plus faible que ce qu'on est en mesure de faire. Et en plus, vous n'avez pas un bien que vous pouvez occuper, dans lequel vous pourrez loger potentiellement un proche, un enfant, etc., etc. Donc il y a plein de raisons qui font que c'est un support différent. Pas forcément moins intéressant, mais ce n'est pas la même approche du tout. Voilà. Et les banques sont moins susceptibles de prêter. En général, les banques vont prêter pour les CPI qu'elles font elles-mêmes, parce que les banques peuvent proposer des CPI. C'est souvent pas les meilleurs, évidemment. Elles prêtent parce qu'elles ont un intérêt, mais elles refusent de prêter pour des CPI qui sont, entre guillemets, sur le papier en tout cas, les plus intéressantes et qui ne sont pas les leurs. Et elles vont vous dire, bah non, on finance pas celle-là. Donc voilà, voilà un peu les points sur les CPI. Après, c'est un support intéressant, je pense, pour ceux qui veulent regarder, quoi. Mmh. On n'en vend pas, nous, en tout cas, chez Investissement Locatif. D'accord. Une question de Catherine aussi, parce que vous indiquiez que vous étiez présent vraiment un peu partout en France. Donc, y a-t-il des villes ou des régions de France que vous conseilleriez, où vous conseilleriez d'investir plus particulièrement ou pas vraiment en fait? Est-ce qu'il y Alors a des oui, bien grandes sûr. tendances ou... Oui, oui, bien sûr. Alors, ça va vraiment dépendre déjà J'aime bien, moi, que les gens soient à l'aise avec leurs investissements. On est capable de faire de super projets partout en France où on est présent, en tout cas. Et moi, ce que j'aime, c'est que les gens soient à l'aise avec leur investissement. Parfois, des gens me disent, moi, Manuel, j'ai étudié à Montpellier et je voudrais un bien à Montpellier. Donc, je pourrais dire, bah non, non, c'est beaucoup plus intéressant d'investir à Lille ou à Marseille ou que sais-je. Mais je pense déjà que c'est important que vous soyez à l'aise avec votre projet, surtout si c'est les premiers projets. Après, peut-être, quand vous aurez fait du chemin en tant qu'investisseur, vous vous direz, maintenant, je fais confiance, je sais que c'est une société sérieuse, il y a une confiance qui s'est installée, vous avez carte blanche pour choisir le lieu. Mais au début, c'est hyper important que vous puissiez être dans un marché potentiellement que vous connaissez et dans lequel vous êtes en confiance. Après, les marchés qui sont intéressants, ça va dépendre de vos objectifs, ce que je disais avant. On a des clients, globalement, plus on a de fonds, plus on a de patrimoine, globalement, c'est la tendance que je vois, et plus on va vers du patrimoine, des secteurs patrimoniaux. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un ticket d'entrée qui est souvent plus élevé si on va à Paris, dans les arrondissements chics, c'est plus cher à l'achat que si on va en périphérie lilloise, en périphérie de région parisienne. On est présent, nous, dans la zone de Melun et tout autour, 117-91, on fait des super projets là-bas. Évidemment, on a plus de rendement là-bas que dans Paris. Est-ce que du coup, je vais vous dire, bah, n'allez surtout pas à Paris, allez plutôt à Melun et aux alentours parce qu'on a un meilleur rendement? Non, et je serais mal avisé de le faire parce que, à l'inverse, Paris a vu une augmentation des prix de l'immobilier beaucoup plus élevée. Donc, un investisseur qui a mis ses billes il y a 5 ans, 10 ans à Paris et un autre qui a mis ses billes à Melun, concrètement, il a eu un meilleur rendement locatif à Melun, c'est clair. D'ailleurs, j'ai investi personnellement à Melun, donc je peux en parler tout à fait librement et je suis très content de mes projets. Et à l'inverse, à Paris, il a peut-être eu moins de rendement, mais il a vu la valeur de son patrimoine augmenter considérablement, donc il a gagné de l'argent aussi. Et il a peut-être gagné, si on fait tous les calculs arrivés au bout, peut-être même plus d'argent sur la période. Voilà. Donc, il en faut pour tous les goûts. Nous, on sera là en fonction de votre profil et des objectifs qu'on va voir avec vous en rendez-vous. C'est pour ça que je vous invite à prendre un rendez-vous. Euh, on va voir pour vous conseiller. Si vous me dites, Manuel, moi, je démarre dans la vie, je suis un jeune cadre, je veux me faire un patrimoine, je veux pas, j'ai un apport, mais mon objectif, c'est d'avoir peut-être plus de rendement. Bah, je vais vous dire, on va aller dans des villes plus performantes en termes de rendement, qui seront quand même des villes intéressantes. Périphérie lilloise, périphérie bordelaise, périphérie de Paris ou même à Marseille. Voilà. Et après, il faut que vous soyez à l'aise. Si vous me dites, et si tu me dis, bah non, Marseille, moi, j'aime pas parce que j'ai vu de la mauvaise presse à la télé, je respecte. Et je dis à mes équipes, surtout respectez la pensée de nos clients. On peut vous dire, bah nous, honnêtement, on est à Marseille depuis de nombreuses années. On avait cette vision-là, parce que moi, je suis pas Marseillais à la base, je suis Savoyard. Je suis originaire je suis à côté de la Suisse d'ailleurs. Mes parents sont à côté de la Suisse. J'ai grandi en Savoie, donc les montagnes, les retraites, etc. Moi, Marseille, tout ce que je voyais aussi, c'était à la télé. Il y a eu un règlement de compte. J'avais cette vision-là. Et quand j'ai découvert Marseille il y a 5 ans, j'ai eu un énorme coup de cœur. Mais c'est perso. Donc maintenant, je suis à l'aise avec la ville parce que j'ai une super équipe sur place. Mais nos clients à Marseille plébiscitent notre équipe, disent qu'ils sont géniaux, etc. Comme partout d'ailleurs. Je suis très fier de mon équipe. Et voilà, j'y suis allé, j'ai vu les projets qu'on fait. J'ai vu aussi, et c'est hyper important, qu'on est capable de louer, de très très bien louer, d'avoir un très bon taux de remplissage des appartements de nos clients sur la durée. Donc voilà, donc maintenant je suis très à l'aise avec Marseille. Mais je suis pas là pour convaincre les gens, leur dire
vous n'êtes pas à l'aise avec Marseille, moi je vais vous prouver en vous faisant investir à Marseille. Parce que je pars du principe que on parle de sommes d'argent qui sont importantes, à partir de 100 000, 200 000 et plus. Mais pour les gens qui investissent et qui nous font confiance, c'est beaucoup d'argent. Donc ça, on le garde toujours en tête et on veut que, en tant qu'investisseur, vous soyez à l'aise et qu'on ne soit pas dans un truc où on essaie de vous convaincre et que derrière, vous ne soyez pas à l'aise et que vous dormiez mal parce que vous avez fait un projet immobilier. C'est tout l'inverse. L'immobilier est là pour vous sécuriser. Donc que vous le fassiez avec nous, sans nous, soyez toujours à l'aise. Ne faites pas trop gros pour vos capacités au départ, sauf si vous êtes à l'aise avec ça. Et soyez toujours, toujours à l'aise avec vos projets. Je ne sais pas si j'ai répondu précisément. C'est dur pour moi de conseiller une zone plus qu'une autre. On fait des super projets Oui. partout. Vous les verrez sur les réseaux, à Marseille, à Bordeaux, à Lille, à Nantes, à Rennes, à Toulouse, à Montpellier. Si j'oublie, en plus, je vais me faire tirer les oreilles par mon équipe. À Bordeaux, à Grenoble, pour ceux qui sont à Saint-Étienne, on fait des super choses. Par exemple, à Saint-Étienne, qui est une ville où l'immobilier est beaucoup moins cher, on est très très prudent dans notre approche et on est vraiment hyper central. Et nos clients sont très contents là-bas. On a une super équipe à Saint-Étienne. Voilà, donc globalement, non, nous, quand on s'implante dans une ville, c'est parce qu'on a les bonnes personnes. Sinon, on n'y va pas. On n'ouvre pas une ville pour ouvrir parce que l'immobilier, il faut toujours vous rappeler de ça, c'est de l'humain. Il faut qu'il y ait de la confiance et il faut qu'il y ait du sérieux et il faut qu'il y ait un vrai volet local. À partir de là, tout est possible. Voilà. Merci Manuel. Je crois qu'on va prendre une dernière question parce que l'heure tourne. Mais voilà, on pourrait rester des heures à parler de tout ça. Une question de Julie. Quel est l'impact de la crise actuelle sur les retours à espérer d'un investissement locatif, justement? Alors, sur les retours espérés, sur la question, je suis pas sûr de bien la comprendre. Je vais vous dire un peu ce que nous, on vit d'un côté sur l'investissement et de l'autre côté sur la partie location-gestion, puisqu'on a les deux casquettes. Sur l'investissement, les prix ne baissent pas, sauf éventuellement à Paris où ça se stabilise, ça c'est une réalité, temporairement. Pourquoi? Pour un double effet, Paris et Lyon d'ailleurs. Pour un double effet parce qu'on a habituellement beaucoup de clientèle étrangère et donc effectivement là les étrangers sont moins présents. Forcément, quand on ne peut pas voyager, ils n'ont pas forcément envie de venir ici acheter des appartements. Donc ça, à mon sens, c'est temporaire et ça va reprendre aussi fort, voire plus fort que ça s'est arrêté. C'est un avis personnel, on verra. Voilà. Pour un deuxième effet, effectivement, aujourd'hui, Paris, c'est morose. Moi, j'y suis pas là d'ailleurs, mais j'y étais et je vais y retourner. C'est évident que quand on prend une ville qui est vraiment une ville que j'adore, une ville que je porte dans mon cœur, qui est géniale à vivre, et quand on ferme tout ce qui est sympa, vous fermez les terrasses, fermez les restos, fermez les musées, fermez les concerts, vous fermez absolument tout, et on dit aux gens, pour des raisons sanitaires, à nouveau, hein, je sais pas un discours, je ne juge pas, je rentre pas dans le débat, mais c'est un fait. Vous fermez tout et vous dites aux gens maintenant vous allez rester chez vous confinés. Alors, plus ou moins, puisque là il y a un nouveau confinement et on nous dit en fait qu'on a le droit d'être dehors toute la journée, que c'est même mieux d'être dehors. Donc c'est un peu Mmh. pas, c'est pas un vrai confinement selon moi, mais voilà. Forcément, bah, les gens, c'est moins sympa. Et quand c'est moins sympa, comme on a une clientèle très cosmopolite et qui vient de partout en France, à Paris, et c'est ce qui en fait sa richesse, qui vient de partout dans le monde, bah, les gens peuvent être tentés, comme c'est mon cas là, de se dire, bah, ok, moi je repars un peu dans ma famille, ma belle famille portoricaine, je repars un peu dans ma famille bordelaise, je repars dans ma famille nantaise, etc., etc. Surtout que les gens sont encouragés par le gouvernement et par leur entreprise à faire beaucoup de télétravail en ce moment. Est-ce que c'est une tendance de fond? C'est un débat. Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que oui, le télétravail va être encouragé et que oui, ça fait une bascule et que ça va se développer. Est-ce que ça, on va arriver dans du 100% télétravail? Je n'y crois absolument pas, mais c'est un avis personnel. Et je crois que quand ça va réouvrir cette année, ça va repartir aussi vite que ça s'est arrêté. Actuellement, effectivement, le marché est freiné à Paris. Ce n'est pas le cas dans d'autres villes. On voit qu'on manque de produits à Paris, on manque de produits en région parisienne. Beaucoup de biens se vendent au prix. À Bordeaux, c'est pareil. À Marseille, je réfléchis en même temps aux villes et aux remontées de mes chasseurs. À Lille, les prix ont hyper augmenté. Donc partout, les prix augmentent en vérité. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Vous trouverez des études là-dessus. Donc en vérité, non, l'immobilier est vu comme une valeur refuge. Ça continue à monter. Donc ça, c'est un fait. Donc, chacun se fait son idée, mais déjà, il n'y a pas de baisse et au contraire, ça augmente. Le second point, c'est sur l'exploitation des biens. Qu'est-ce qu'on voit, nous? Bah, il est vrai que sur le marché parisien, notamment, et surtout sur le marché parisien, d'ailleurs quasiment que sur le marché parisien, on a aujourd'hui les touristes qui sont pas ici, qui sont pas présents. On n'a plus de touristes. Pourquoi? Bah, comme je viens de le dire juste avant, tout est fermé. Les touristes ne sont pas présents, donc beaucoup de propriétaires qui exploitaient en Airbnb, je le rappelle, je crois que c'est la première destination mondiale de Airbnb Paris, eh bien, ont remis leurs biens temporairement. Alors, il faut savoir que c'est beaucoup plus rentable en Airbnb, donc ceux qui peuvent et qui ont les autorisations, à mon avis, vont pas se dire après, bah, je le laisse en location longue durée.
ou alors ils veulent perdre de l'argent. Mais en général, les gens ne veulent pas en perdre, ils veulent en gagner. Donc, ils vont remettre leurs biens en courte durée, mais temporairement, on a tous ces biens qui sont revenus sur le marché, ce qui a fait un choc de l'offre. On a plus d'offres, c'est un fait. Deuxièmement, on a eu, et c'est vrai, une baisse de la demande. Je l'ai déjà dit, les étrangers qui venaient sont moins encouragés à venir, donc on a moins de touristes, et il y en a beaucoup qui restaient aussi quelques semaines, quelques mois sur des biens en moyenne durée. On a les étudiants qui sont encouragés à faire des cours à distance, étudiants étrangers, mais pas que, aussi des étudiants français, qui sont retournés chez leurs parents en province, parce que quand vous louez un 15 mètres carrés qui est cher, là, il faut être lucide aussi quand on est un investisseur immobilier, il faut aussi regarder la vérité en face. Quand les étudiants, et j'ai vécu quand j'étais étudiant dans des toutes petites surfaces, même dans 9 mètres carrés, quand vous louez un bien 9 mètres carrés, 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, 30 mètres carrés qui est cher en loyer, c'est une réalité dans une ville qui est chère, et qu'on vous dit tout est fermé et vous pouvez faire du télétravail, certains sont tentés de dire tant que je suis enfermé chez moi dans 20 mètres carrés, je préfère retourner chez mes parents en province. C'est du bon sens. Donc ils ont rendu leur appartement. Moi j'ai eu le cas sur des biens perso que j'ai reloués. Et donc, on a une baisse temporaire de la demande. Donc, pour répondre à la question, actuellement, oui, il y a un impact. Il y a beaucoup plus de biens en location que d'habitude sur la même période. Néanmoins, on continue à faire énormément de locations. Il n'y a pas un effondrement non plus. Il y a beaucoup plus de biens en location, mais un peu plus de temps à relouer. Mais ça va reprendre, à mon sens, beaucoup plus fort dès que ça va se réouvrir. Et en tout cas, moi, j'en suis persuadé. On verra ce que l'avenir nous réserve. J'ai pas de boule de cristal. Aujourd'hui, dans toutes les autres villes, ça se passe hyper bien. On loue très, très rapidement les biens et on loue au prix, quoi. On loue au prix annoncé dans nos projections financières. Et vous verrez, vous pourrez voir les feedbacks des investisseurs sur YouTube, sur nos interviews, etc. Voilà, à nouveau. Donc, pas de quoi s'alarmer, à mon sens. Vraiment, l'immobilier, plus que jamais, est une valeur refuge. Et je finirai peut-être là-dessus, Marie, si tu es OK. Mais moi, ce que je veux que vous reteniez de cette présentation, déjà, j'espère vous avoir transmis de la passion, de l'énergie, parce que c'est aussi ça, l'immobilier, c'est de la motivation pour se lancer, faire ce premier pas et commencer à mettre en place ce système qui, je le redis, va vous enrichir plus que n'importe quel travail et de manière passive une fois que vous l'aurez mis en place. Et surtout, si vous êtes en mesure demain de prendre un peu de temps pour réitérer vos projets comme le font beaucoup nos clients. Et surtout que vous n'arriviez pas dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans à dire si j'avais su. Voilà. Mon but avec cette présentation, c'est que vous ne puissiez plus, et je vous oblige à ne plus en faire partie, je vous oblige, je souris parce que je vous taquine, mais que vous ne puissiez plus faire partie de cette catégorie qui dit si j'avais su, parce que maintenant, vous savez. Et donc maintenant, c'est à vous de jouer et de prendre un rendez-vous avec ma team pour voir ce qui est faisable. Et puis vous verrez si vous souhaitez investir avec nous, faire les choses tout seul. Voilà. Mais en tout cas, nous, on sera super heureux de vous conseiller, de vous accompagner dans vos projets, de vous développer un patrimoine rentable dans la durée et d'avoir une vraie relation longue, comme on l'a avec énormément de nos clients investisseurs. Et encore une fois, suivez-nous sur les réseaux et posez-moi aussi vos questions sur Instagram, je suis très réactif. Voilà, Instagram, LinkedIn, YouTube, etc. Et sur notre site investissement-locatif.com. Et un grand merci à tous d'avoir suivi la présentation jusqu'au bout. Merci Manuel pour toutes ces explications. La passion, on le sent aussi dans tes propos. En tout cas, on sent que voilà, on pourrait tenir encore très longtemps. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Merci à vous aussi d'avoir assisté donc à ce webinaire. Donc, pour toute question complémentaire, comme l'a dit Manuel, n'hésitez pas à contacter les équipes d'investissement locatif. Il y a aussi, donc vous avez l'adresse de Manuel qui est dans le chat, mais il y a aussi l'adresse suivante, contact@investissement-locatif.com. Et pour toute question sur votre expatriation, votre quotidien d'expatrié, je vous donne rendez-vous sur le forum d'expat.com. Merci à tous, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. À bientôt.